Bonsoir à tous. Pendant qu'on s'installe, ça va me permettre de vous dire un mot de notre fondation, puisque nous avons lancé le 31 octobre dernier la fondation de l'Académie de chirurgie. Alors, je suis honoré d'abord de la présider. Cette fondation a été créée d'un commun accord avec l'Académie pour défendre 3 points essentiels, et on a 3 objets essentiels dans cette fondation. L'excellence de la chirurgie, alors c'est un bien grand mot, mais on sait depuis longtemps que l'Académie avait le savoir, était l'endroit du savoir où se réunissaient différentes sociétés savantes, était un endroit où on apprenait les techniques chirurgicales, donc le faire, et puis le savoir-faire, et nous on a décidé de créer la fondation pour le faire savoir. Je crois que ce premier mardi, ça va être ce premier mardi de la fondation de l'Académie, qui devrait donc se poursuivre, je l'espère. Donc on a retardé le début en raison des circonstances sanitaires que vous connaissez. C'est un moment assez important et je suis heureux de saluer, j'allais dire, le gratin de l'ORL française, voire de la neurochirurgie. Enfin, on verra tout à l'heure d'ailleurs que la neurochirurgie et l'ORL sont très proches, notamment en ce qui concerne les travaux sur l'électricité et la neurostimulation des cellules. Alors, je suis très heureux donc d'ouvrir cette première séance des mardis de la chirurgie, qui, je l'espère, et je me tourne vers Philippe Marc, que je remercie, parce qu'il a été un des initiateurs essentiels. Sera le début d'une longue série. Nous serons obligés de décaler la prochaine séance pour des raisons sanitaires assez complexes, mais nous avons déjà la certitude qu'en principe, sauf événement sanitaire, on fera une séance le 24 novembre et qui pourra également vous intéresser, puisque ce sera une séance sur la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, et que Marie-Germaine Bousser, qui a été à l'initiative d'un centre que vous connaissez absolument investi sur ce sujet, nous fait l'honneur de présider. Vous savez également sans doute que Gérard Mourou, prix Nobel de physique, est membre libre de notre académie et nous fera l'honneur, avec José Saël, de faire un mardi en février où on parlera de la chirurgie couverte. Alors pour en revenir à nos séances de ce soir, je remercie tout particulièrement donc, alors j'allais dire mon ami et collègue, et je suis très proche, Olivier Sterkers. Vous savez qu'il a commencé sa carrière à Beaujon et qu'il a continué ensuite à quitter sa pétrière, et que, si je me trompe, il est toujours le chef de l'unité de recherche sur les implants. Enfin, peu importe, Olivier, et je suis d'autant plus ému, et je lui ai dit en aparté que j'ai souffert, j'ai connu la famille Sterkers d'une part par leur belle-fille, mais surtout avant même, en raison de ce terrible professeur Sterkers, Jean-Marc, qui avait écrit cette question d'internat qui s'appelait le neurinome de l'acoustique. J'avais bien du mal à comprendre qu'est-ce que c'était quand je préparais l'internat, mais c'est resté pour nous l'homme du neurinome, et je vous remercie. Je suis très très honoré que vous soyez là, et ça nous fait extrêmement plaisir. Ensuite, je voudrais remercier André Chaillis, que je connais maintenant depuis 2-3 ans, par le biais des académies. Je connais moins bien ta carrière, André, mais je sais que tu as commencé par être ingénieur, et c'est donc peut-être pas un hasard, toi aussi, si tu t'es intéressé à cette discipline où on mélange incontestablement, peut-être encore plus qu'ailleurs, qu'à d'autres chirurgies, l'ingénierie et la médecine. Je sais que tu es très investi dans ton centre à Reims. Tu nous as beaucoup impressionné quand tu es venu à l'Académie présenter un apport particulier en ORL et en neurochirurgie, et que tu t'es intéressé à l'ORL infantile depuis très longtemps. Et je te remercie d'être là. Alors, je connais là encore moins bien Paul Jacquel, mais je le salue. Je ne sais plus s'il a été fondateur, cofondateur. Ce que je sais en tant que chirurgien, c'est que très petit, j'ai mis les mains dans des instruments qui s'appelaient Colin, et que Colin s'est ensuite converti à l'ERL. Enfin, s'est investi dans l'ERL, je crois, vers 86, et vous avez été un des initiateurs. Et puis, je vous signale qu'en ligne, là, je ne peux pas vous le montrer, mais il y a quelqu'un qui m'est cher et qui a une place très importante ce soir. Et j'avais pensé, en préparant ce petit exposé, amener un gâteau avec une bougie, car le 22 septembre 1976, Claude-Henri Chouard, à Saint-Antoine, a mis en place le premier implant cochléaire. Alors ça ne peut-être pas encore comme ça à l'époque, je ne sais pas s'il est là, Henri Chouard. Claude Chouard, vous pouvez peut-être montrer votre figure, qu'on vous remercie d'avoir initialisé ces implants. Et je voudrais dire, pour avoir lu un petit peu l'historique, qu'on a eu un combat, d'après ce que j'ai compris, franco-américain absolument redoutable,
avec la société Bertin, et ça, monsieur Sterkasper, sûrement, même s'il n'était pas directement concerné, a été très impliqué aussi. Et je crois que les Américains ont gagné dans la fabrique de l'implant. Et je remercie par contre beaucoup Olivier Sterkers d'avoir défendu en France l'implant cochléaire. Alors, pour en revenir au programme du jour, je vais me taire rapidement pour dire qu'on va donner la parole, comme vous le voyez, je pense qu'on a peut distribuer les programmes, mais sinon, tout d'abord, je crois qu'ici, qu'il y a des ORL, il faudrait expliquer, si on vous le demande, messieurs, que la cochlée, c'est quelque chose de très particulier, et c'est que le centre de l'audition, en dehors des autres fonctions qu'elle possède, et que j'ai découvert, je ne le savais pas ce matin, que c'est un certain Georges Béguessy, qui a eu le prix Nobel pour avoir montré la membrane ciliée et le début du fonctionnement de l'audition, et ça, je crois que c'est quelque chose à savoir. Donc ce soir, on va avoir non pas le fonctionnement de l'audition, mais j'ai aussi compris une chose qui est très importante, et je pense qu'Olivier en parlera, parce que je pensais qu'il y avait d'abord, j'allais dire l'instrument, qu'on pourrait appeler la cochlée, puis qu'après, il y avait les transmetteurs et la neurologie, et j'ai compris que même avec de la neurologie un peu défectueuse, on peut quand même faire quelque chose pour les gens qui sont dans l'attente. Et puis là, je regarde le neurochirurgien, parce que je crois que c'est une révolution considérable. On avait déjà un peu compris, André Chaillis le rappellera tout à l'heure, que si on ne stimule pas le cerveau dès la naissance, voire, André, in utero, et on pourra en discuter peut-être tout à l'heure, parce que c'est un des débats actuels notamment, qui angoisse les mères, parce que dès la 6e semaine, il faut peut-être que je fasse quelque chose pour lui. Donc on verra le développement cérébral. Et j'ai appris ensuite, et je me tourne vers Olivier, que grâce à la plastie cérébrale, on peut peut-être aider les gens de mon âge à ne pas devenir déments s'ils entendent correctement. Et donc je crois qu'on aura beaucoup de discussions aujourd'hui. Et pour finir, on aura une présentation, puisque le problème, c'est que malheureusement, ce n'est pas uniquement parce qu'ils vieillissent, mais les chirurgiens sont souvent animés d'un tremblement parfois non intentionnel. Et on a eu la chance d'avoir des gens qui ont inventé d'abord des navigateurs, et là je me tourne encore vers les neurochirurgiens parce que c'est grâce à ces navigateurs qu'on a pu de plus en plus faire de la chirurgie stéréotaxique sophistiquée. Et ces navigateurs, on va progressivement les faire avancer, les faire se déplacer grâce à des robots. Et donc on aura là le plaisir d'écouter M. Jacquel nous dire un petit peu quelle a été l'ambiance sur la façon dont on a fabriqué cet implant cochléaire. Et je terminerai en vous demandant, si vous voulez, d'être certes extrêmement scientifique, mais d'avoir un esprit de, si j'utilise ce mot, même de vulgarisation, car nous souhaitons beaucoup que ces mardis de la chirurgie soient repris, j'allais dire, par le grand public au sens très large du terme, qui n'est pas nécessairement un culte, mais qui parfois n'est pas du tout spécialisé dans la spécialité qui me concerne. Donc, je donne la parole d'abord à André pour qu'il nous parle un peu du dépistage chez l'enfant de la surdité et puis voir un petit peu comment ça peut se passer. Voilà, merci beaucoup. On parle sans masque. Franchement, on peut parler sans masque. C'est officiel, c'est une inde. La flèche, c'est ça. Moi, je prends ça pour ici. Voilà, super. Bien, un grand merci, bonjour à tous. Un grand merci, Richard, pour tes mots gentils pour moi. Un grand merci à mes deux compères de ce soir qui m'ont fait confiance. Et puis un grand merci à ceux de l'Académie de chirurgie qui viennent de m'accepter au cœur de leur institution comme membre correspondant et rendez-vous le 9 décembre pour les choses officielles, je crois. Donc, je suis très heureux de venir vous parler de ce sujet-là. Je suis, en plus, je dois vous le dire, un retraité absolument comblé depuis le 1er septembre, et c'est tellement récent, et ces travaux ayant été faits à Reims, j'ai laissé complètement ceux qui m'ont aidé à faire beaucoup de ce que je vais vous dire, le groupe Audition Champagne-Ardenne, et j'ai mené ces travaux au CHU de Reims, à l'université Champagne-Ardenne. Donc mon cœur est toujours là-bas, même si administrativement j'en ai disparu depuis le 1er septembre, donc il y a eu 3 semaines. Alors, effectivement, quand j'ai lu les participants à cette soirée, je me suis inquiété, c'était il y a 48 heures,
je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir leur apprendre? Ils en savent tous beaucoup plus que moi et ils sont tous beaucoup mieux impliqués que moi, en particulier dans l'implant cochléaire. Et Richard me rassure puisqu'il a demandé à ce qu'on ait une certaine vulgarisation de ce qu'on doit faire. Et je vais essayer, pour moi, d'introduire ce qui sera parfaitement dit après, l'implant cochléaire, en vous disant que l'implant cochléaire n'est que l'aboutissement d'un long cheminement qui commence souvent avec un nouveau-né malentendant. Donc j'ai choisi de vous expliquer le parcours du nouveau-né malentendant, donc de vous parler du dépistage des enfants sourds, du diagnostic qu'on peut leur proposer, du choix thérapeutique et de la prise en charge médico-sociale. Alors, comment je fais là pour que ça passe? Ça marche pas. Alors, si je dois vous laisser un mot, je peux m'en aller, j'ai fini. Un enfant sur 1000 naît malentendant. Puis j'ai fini ma communication et je pense que j'ai rempli mon rôle aujourd'hui. Un enfant sur 1000 malentendant. Pourquoi? Qui le sait? Qui le sait? Certainement pas les parents. Et j'ai un de mes protégés audioprothésistes qui a fait une mémoire là-dessus, qui a interrogé dans les salles d'attente de Champagne-Ardenne tous les parents qui se présentaient en leur disant, question simple, est-ce que vous pensez qu'un jour vous pouvez, avoir un fils ou un petit-fils, une fille, une petite-fille malentendante? Ah non, pour plus de 3 Français sur 4, c'est impossible, il n'y a pas de sourds dans la famille. Donc les parents ne le savent pas. Est-ce que nos autorités de tutelle le savent? Je ne parlerai même pas, je ne vous dirai même pas ce que j'en pense, ceux qui me connaissent savent comment je mords. À l'ARS, on m'a demandé la différence entre un orthophoniste et un ORL, je passe. Certains médecins ne savent pas toujours qu'un enfant sur 1000 peut naître sourd. Et je vous donnerai cet retour d'expérience où je vais être écouté devant le comité national d'éthique, ça fait une quinzaine d'années, et je fais un exposé sur la nécessité du dépistage en France. Je suis en face du comité national d'éthique, je sors une diapo comme celle-là, un enfant naît sourd, et dessous il y avait une autre chose, 95% des enfants qui naissent et seront diagnostiqués comme sourds profonds naissent dans des milieux oralisants, c'est-à-dire qui ont une communication orale. Et là, il y a un médecin, dont je tairai le nom, qui dit, mais je croyais que les sourds naissaient chez les sourds. Donc vous voyez, même dans le monde médical, on peut être surpris. Pas toujours, bien sûr, les paramédicaux. Alors, quelles conséquences? Eh bien, si un enfant naît sourd, profond, total, bilatéral, et que vous le laissez évoluer, naturellement, il ne saura pas parler, sa boucle audiophonatoire se mettra en route, et il sera sourd-muet. Pour les enfants nés sourds, mais pas profonds, totaux, bilatéraux, cette difficulté dans l'apprentissage du langage va impliquer des retards qui seront d'autant plus tardivement repérés que la surdité est légère. Conséquence, alors en plus, l'enfant qui va naître sourd, profond, total, bilatéral, s'il est dans le silence sonore parce que ces deux cochlées ne fonctionnent pas, ces centres supérieurs vont partir pour accomplir d'autres tâches, hein, dans l'histoire de toujours avoir un rendement maximum. Et au-delà de 24 mois, il aura des séquelles définitives qui font qu'on aura beau stimuler les aires auditives, elles ne répondront plus. Donc, vous voyez, on dirait que je parle du Covid, là. Les enfants sourds, il faut les dépister, il faut diagnostiquer, il faut proposer un traitement quand on en a un, et il faut surveiller. C'est les bases même de la médecine pour tout. Et dépister, ça vous paraît une évidence, parce que je vous dis ça. Eh bien, ce furent des années de bagarres et qui ne sont pas terminées. Alors pourquoi? Parce que d'abord, les cerveaux font un certain nombre de confusions gravissimes. Vous voyez que je vous ai mis dépistage des confusions. Je ne parle pas de dépistage de la surdité à la naissance. Là, je vous ai mis en rouge exprès dépistage systématique de l'audition à la naissance. Les ORL, les gens qui vont dépister les enfants ne parlent pas d'enfants sourds. Et si vous écrivez dépistage systématique de la surdité à la naissance, et que vous tombez sur un prof de grec ou de latin,
Il vous explique que vous confondez le dépistage et la thérapeutique. Et que vous avez déjà fait un diagnostic alors que vous cherchez à dépister et à repérer les enfants douteux. Et c'est gravissime pour une maman de s'entendre dire, quand elle vient d'accoucher, dans ses premières heures de l'accouchement, et madame, on vient voir si votre enfant est sourd ou pas. C'est gravissime. Et ça explique ce que vous avez vu, lu dans les médias, avec un monde des sourds, entre guillemets, qui ne comprend pas toujours et qui vit comme une nette agression des paroles délétères dans les maternités. On ne recherche pas une surdité, on cherche des signes de l'audition. Ensuite, c'est une corollaire de ce que je viens de dire, donc c'est confondre le dépistage et le diagnostic. Dépister n'a rien à voir avec le diagnostic. Dépister, c'est chercher les enfants douteux pour les référer à un centre qui fera le diagnostic. Dépister n'est pas un acte thérapeutique. C'est pas parce que dans la maternité, on va repérer un enfant douteux, qu'on fera un diagnostic de surdité profonde, qu'on fera tel traitement, et en particulier qu'on aboutira à un implant cochléaire. Et vous verrez tout à l'heure, je vous parlerai de la de Madame Voinet, que je ne porte pas dans mon cœur, je suis sur les ondes, je peux lui expliquer face à face pourquoi. Le dépistage n'a jamais été le synonyme de l'implant cochléaire. Et je voudrais vous le démontrer aujourd'hui. Alors pourquoi dépister? Je me répète, en l'absence de dépistage systématique à la naissance, si vous ne dites rien à des parents, l'enfant il évolue seul et le diagnostic, l'âge moyen du diagnostic c'est 24 mois. Certains, beaucoup, ont eu des enfants. Vous savez qu'au début, si on n'est pas attiré par et si on se dit, comme tous les Français, c'est impossible que ça naisse chez nous, il n'y a pas de sourd chez nous, on ne fait pas attention, et on se retrouve à 24 mois pour poser un diagnostic de surdité. Et c'est trop tard pour rattraper ces aires auditives qui sont parties pour d'autres tâches fonctionnelles. En présence du dépistage systématique, vous allez voir, on ramène l'âge moyen du dépistage en France à 6 mois environ, 5 à 6 mois. Ce qui laisse le temps de faire un diagnostic étiologique, de proposer des solutions thérapeutiques et de garder les enfants qu'on a dépistés dans le monde de l'oralisme. D'où la course contre la montre, engagée dès que l'enfant naît pour poser le diagnostic de surdité lorsque l'enfant est atteint. Alors, qui dépistait? Eh bien, dépister tous les enfants. Les ORL, je passe vite, on fait dans des différents lieux français depuis longtemps, je suis loin des premiers, des dépistages ciblés dans telle ou telle maternité, et puis en disant, puisqu'on n'a pas les moyens de le faire, on va dépister les enfants à risque. Les prématurés, ceux qui ont un point inférieur, les maladies chez l'enfant, la grossesse compliquée, les antécédents, etc. Vous en laissez passer 1 sur 2. Plus d'un enfant sur 2 n'a aucun antécédent et facteur de risque. Et quand je dis 1 sur 2, c'est plus que ça, parce que les facteurs de risque, vous les retrouvez d'autant plus que vous posez le diagnostic de surdité. Et quand vous demandez à une famille, est-ce qu'il y a des sourds chez vous? Il n'y en a pas. Quand l'enfant naît sourd et qu'on recherche dans la famille, alors là, on retrouve, parce qu'on fait une analyse plus fine et plus attentive de la famille. Donc, ne dépister que les enfants à risque, 0. Donc, il faut tous les dépister. Quand faut-il les dépister? Au plus tard, après l'âge de 3 mois, on pourrait le faire à 6 mois. À 3 mois, dépister les enfants à 3 mois, il n'y a pas de problème. Mais si vous dépistez les enfants à 3 mois, ça a été fait, un enfant sur 2 est perdu. Et comme dans ce pays, toute autorité, toute imposition d'une attitude à des parents est condamnable et n'est pas imposée, eh bien, il n'y aurait qu'une solution. Vous n'aurez vos allocations familiales que si on a dépisté votre enfant. Et si vous faites ça en France, vous partez en prison maintenant. Donc, vous êtes obligé de les attraper avant la sortie de la maternité. Et puis, ça permet, ce dépistage de la surdité, de délivrer aux parents un petit dépliant, là, dont je vous ai mis un exemplaire ici, et qui dit aux mamans, aux papas, aux grands-parents, votre enfant a des signes de l'audition, mais attention, il faut surveiller son audition au cours de ses premières années de vie. Et vous voyez, à 3 mois, il doit dire papa, à 6 mois, il doit dire papa ou maman, etc. Et ce qui fait que vous alertez la population. Et je vous dis simplement en aparté que l'infection à cytomégalovirus
est la responsable de la moitié des surdités des enfants de 2 ans et qu'elle apparaît après la naissance. C'est vous dire qu'en donnant un dépliant comme ça, en sensibilisant, vous sensibilisez toute une population sur le problème de l'audition. Donc, dépister tout le monde. Comment dépister? Comment dépister? Alors là, pour une fois, les Français n'étaient pas mauvais. On a conservé le statut loco-régional après des bagarres terribles entre les régions, entre les individus, entre les égaux, entre tout ce qu'on veut. Et on est passé par les ARS et les ARS sont protégés à peu près chaque région car les maternités fonctionnaient d'une façon ou d'une autre. Leur imposer certaines procédures obligatoires était compliqué. En gros, c'est partout pareil. Toutes les régions françaises ont fait. Il faut recenser les maternités, les endroits où les enfants naissent, aller former le personnel, leur expliquer que c'est bien dépisté, les fournir en machines pour dépister, je vais vous en parler. Et puis, les États-Unis disent depuis toujours qu'ils dépistent l'audition. Je suis né en 1951, j'ai été dépisté sur mon carnet de santé, il y a marqué audition plus. J'ai été dépisté. Mais les Américains disent audition plus, moins, ou moins. Au revoir madame, au revoir monsieur, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, vous débrouillez, il est peut-être sourd, votre petit, partez. Donc, on ne peut pas faire ça. Dépister sans pister, c'est enfermer les familles dans le doute, dans une recherche thérapeutique. Donc, tout dépistage doit être suivi d'un pistage. Et pour pister, il faut bien qu'il y ait un centre au-dessus du dépisteur qui récupère l'information et qui soit capable de suivre les enfants, les familles, et vous savez comme moi qu'avec les problèmes de la société, il y a des enfants qui disparaissent, il faut savoir aller les chercher. Donc, mettre tout un système en place pour pouvoir aller à leur recherche et ne pas laisser ces enfants perdus de vue. Et on utilise pour ça un test, le test de Guthrie, que vous connaissez tous. On y a simplement ajouté oreille droite, oreille gauche, les 2 outils qui nous permettent de savoir si l'enfant est sourd ou pas, et puis de pouvoir les repérer à l'échelon national. Alors ça, pour l'instant, est un modèle parfait. S'il était nationalement appliqué, on est en cours de son application. Olivier, tu sais, Locas, Logoric est malade, tu m'arrêtes quand tu veux que j'arrête, tu me dis. Non, mais vous me dites, vous me dites. 10 minutes. Donc, comment ça se passe? Alors, vous voyez, j'ai séparé la phase de dépistage de la phase de diagnostic. Dépister, 2 outils. Les auto-émissions, pas d'intérêt à en parler ici, ou potentiel auto-émissions, aucun intérêt. On écoute l'oreille, on l'écoute acoustiquement, on l'écoute électriquement, elle est présente, elle n'est pas présente. Donc on va repérer les enfants qui sont moins, qui n'ont pas d'auto-émission de chaque côté. Ça consiste à prendre un appareil comme j'ai ma flèche. Bonjour madame, je viens voir les signes de l'audition chez votre enfant. Alors il faut quand même faire des papiers, puisque maintenant en France on ne peut plus rien faire de simple sans papier. Donc on fout la trouille aux mamans, aux papas, tout le monde. On arrive à leur expliquer que c'est pas évident. Les refus sont très rares, ça peut arriver. On ne touche pas mon petit, bon, vous allez lui abîmer l'oreille, très bien. Exceptionnel. 0 coup de fil en champagnardais en 10 ans pour moi. On met l'appareil dans l'oreille comme on met le petit truc d'Apple. Ça fait vert, auto-émission présente, ça fait rouge, elle est absente. Et on repère les petits rouges. Les petits rouges, pas d'émission. Là, j'écoute, Jonathan. C'est la même chose avec les PEA, sauf que le signal est électrique. Et on repère les enfants moins. Ah bon, t'as pas Ces enfants-là moins, avant la sortie de la maternité, sont pour la plupart retestés une 2e fois. Et l'immense majorité. Alors voilà, je disais en dernier que finalement, si tu m'envoies un de tes gars qui travaille les samedis matins, eh ben il vient, on donc regarde. La moitié seul 1% l'objectif est que moi, seul 1% des enfants sortent de la maternité avec un doute. C'est terrible pour des parents. Je suis un grand-père, père comme beaucoup d'entre vous. J'ai eu un souci avec une enfant. Oui, à mon avis, il y en a pour 2-3 heures de travail. On aimerait bien le faire avant. On verra lundi. Elle veut peindre la grille aussi à cet endroit-là, donc autant qu'on le fasse avant. Donc, ce test-là est très important pour que de la maternité ne sorte que peu l'enfant du tout. Écoute, et comme je vous ai dit, une fois que l'enfant sort à la maternité douteux, il est moins, il y a des tout petits il sort du dépistage, il rentre dans la phase diagnostique. Donc il faut que derrière, il y ait un centre qui se sont engagés à recevoir l'enfant dans le pour reproduire le diagnostic. Et c'est là que les ARS
En qui principe, ce qu'avait fait Vaughan, on enlève le les 2 rangées de carrelage. devoir d'organiser le dépistage en Et puis France, c'est remplacé ont nommé par à peu près dans chaque région française un centre en référent façade qui et en s'engage à recevoir surface rapidement les frontale. familles pour confirmer le diagnostic ou infirmer ce diagnostic. Voilà, Lancer c'est le un bilan, petit wagon, il a arriver au retourné diagnostic. sur la base du Alors, wagon. comment ça coûte? Alors le gars l'a Juste fait pour donner parce un ordre d'idée. que En gros, un coût terrasse de dépistage, c'est entre 15 et 20 euros. 15 euros à la louche. donc à hauteur d'homme. Même Combien à coûte 50 ans, un enfant et à un moment diagnostiqué donné, il y a sur des profond à la naissance? Il pour coûte aller au garage, et là, la terrasse, pour y on accéder. va dépenser beaucoup d'argent pour pas en trouver. Ouais, 17 000, mais simplement pour dire que ça coûte 40 000 euros pour la phénylcétonurie. Qui arrêterait le dépistage de la phénylcétonurie? Intellectuellement, tout ça. Donc, vous voyez, pour nous, rien. Et pour trouver un enfant sourd, on va mettre 17 000 euros. Et pour l'amener grâce Qui donne un coup de fil, il vient voir qui vont être faits, à être conservés dans le monde oralisant, Adrien, en moins et de 6 puis mois de sa vie, il met 2 tréteaux dans sa les camionnette. centres spécialisés, l'apprentissage de la D'accord. médecine, etc. On va renforcer nos Parfait, à d'Ivoire. Ok, Oui, je tout le t'écoute. monde. Donc, du point de vue financier, ça ne se discute Ah pas. non, ça y est, je m'en. Que non, dit la parce que loi? là, j'avais La tout un- loi, elle un a endroit où j'avais obligé des ce pompes, dépistage. il y a plein d'acacias qui ont poussé, j'ai tout foutu en l'air. Elle dit ce qu'il ne faut jamais dire. Vous voyez, ça, c'est Mme Bonnet qui me voit. Il y a un Je vous petit le lis. ciment. Une information Sur des la terre, détenteurs de c'est un peu l'autorité surélevé, donc je vais parentale utiliser la terre sur qui est les en arrière. différents modes de pour la mettre communication au sillon. existants, en particulier la langue des signes Finalement, je vais me débrouiller française tout doit seul, être aucun problème. Pour la terre, Vous voyez, grands-parents d'un petit-fils, et quelqu'un qui vient tester l'audition et qui vous explique qu'il y a de la langue des Oui. signes et que votre Oui, petit ben, peut non, pas. écoute, oui, pas de Ça problème, n'est je viens de pas le chercher normal. avec un remords. On est, là, cette loi, Non, mais conforme avec ce que le j'ai dépistage, sur ça, c'est un le enfant, diagnostic ça et la monte un peu en pente. Donc, avec on dépiste pour tous les enfants mon qu'on gars, il peut, cherche ça. chercher signe de l'audition. Bon, c'est un petit sillon, tu sais, comme il y a toujours un sillon centre entre la référent. pelouse et puis un endroit. Alors, vous voyez que c'est ce qu'on a obtenu en Champagne-Ardenne, c'est à peu près les chiffres français. En Champagne-Ardenne, on a actuellement, et on dû en Alors, je vais voilà, en dernière 2014, question. c'est Demain, je toujours viens à pareil. Boulet. On a plus de 99% des enfants nés sur notre territoire qui sont dépistés. médecins dont tu Donc, c'est systématique. vas habiter la maison. En France, on n'atteint pas ce résultat dans toutes les régions, mais toutes les régions progressent pour y parvenir. Et surtout, parmi ces 99, ces 160 000 enfants mondés, seuls 1% sortent douteux de la maternité. C'est-à-dire 99% des familles sortent rassurées avec au niveau de. Et ensuite, ils sont pris en charge vers le centre référent national. Des germes dans Et c'est quelque chose qui marche. Tout ce qu'on doit retenir, dépistage n'est pas diagnostic. Pourquoi? Pour savoir réagir, dépister tous les enfants, centraliser la Alors, je dois aller à Boulet. Qu'est-ce que tu me 17 conseilles? 000 euros pour un diagnostic, et ça doit être systématique à l'échelon national. C'est mieux l'autoroute. Alors, une fois que le petit est passé, là je vais aller très vite, hein, Mais on va faire ce je prends diagnostic. le- Donc, on n'est plus dans le dépistage. Ce petit est accueilli dans un milieu référent où les gens ont l'habitude. Il va y avoir beaucoup de monde autour de lui, des ORL, des pédiatres, des orthophonistes, des généticiens, tout un tas de personnes qui vont prendre en charge la famille. Donc pour nous, on a déjà un premier contact avec la préannonce d'un diagnostic. C'est-à-dire avec les parents passent le deuil de l'enfant normal pour arriver à. Alors il a mal respiré à cause de la Donc douleur. on va les accompagner dans un parcours qui est complexe mais qui est incontournable. Incontournable. Et puis on fera l'annonce quelques temps après en réalisant des tests diagnostiques qui sont un peu plus poussés que ceux que je vous ai présentés. Et quand on aura la certitude de la surdité, de sa profondeur, on va annoncer aux parents qui sont parents de cet enfant. Et tout de suite, dans cette annonce, surtout quand j'aurai regardé, il y a un orthophoniste, il y a un psychologue, voilà comment il est mort. qui vont proposer aux parents immédiatement des actions pour aider leur enfant, aider à la communication. Ils ne partent pas avec un diagnostic sec. Moi, je prends la route de Et puis ensuite, dans les semaines qui suivent, eh bien, on va s'assurer de leur parcours, on va faire le bilan étiologique. C'est pas le lieu de parler d'étiologie des surdités. Je prendrai et on va arriver à un diagnostic entre 3 et 6 mois. Pas toujours étiologique, 6 mois, mais un diagnostic de certitude. Et puis le bilan étiologique va se faire dans les mois qui suivent. Alors, vous voyez, je vous ai dit 1 pour 1000 nés sourds, sur 160 000 enfants, on a fait 116 diagnostics de surdité. C'est un beau témoin
pour voir si les centres dépistent, parce que vous devez avoir ce chiffre-là. Bon, ben écoute, on fait comme ça alors, Jonathan. Où on trouvera une Tu m'envoies un de tes gars qui prennent contact avec toi, tu vois déjà le travail. Alors, ce qu'il faut retenir, parce que ce diagnostic, ce dépistage, cette annonce, ça a été samedi matin ou un dimanche matin. J'ai eu du mal à expliquer qu'une mauvaise nouvelle, elle est toujours mauvaise, elle fera forcément mal. Ça sert à rien de se cacher. Bon. Que la qualité de l'annonce ne dépend que de celui qui l'a fait. Et vous avez beau écrire des procédures, faire des études qui servent à rien, regarder l'impact de l'annonce, pas l'annonce. Si vous avez un abruti qui annonce, ça fera des dégâts. Si vous avez quelqu'un d'humain, d'une humanité, un compétent, un gentil, ça se passera beaucoup mieux. Et chaque annonce est comme tout acte singulière, donc échappe à la procédure. Alors, une fois qu'on a fait ce diagnostic, on va proposer un traitement. Ben, ce traitement, il est bouleversé par les nouvelles technologies. Et vous avez parlé de notre collègue patron, maître Claude-Henri Chouard, que vous avez là. Et vous voyez que Henri Chouard et son équipe est le premier à implanter en 1976 un enfant, un adulte dans le monde, première implantation au monde. Vous voyez que, alors faut que je mette les lunettes, c'est 78, 21-24 septembre 78, premier cours international sur l'implant cochléaire multi-électrode. Il nous entend, bravo monsieur, merci monsieur. Et sans ça, on n'aurait pas l'implant cochléaire. Alors, sont eux les pionniers qui ont proposé de remplacer la cochlée par un système électrique. Une cochlée complètement défectueuse peut être remplacée par un implant qui consiste simplement, si j'ose dire, à introduire dans la cochlée un système dit multi-électrode. Vous avez 12, 16 et un peu plus d'électrodes dans cette cochlée, et à envoyer des signaux électriques directement, c'est-à-dire on va shunter la cochlée. Et on peut dire qu'actuellement, on sait remplacer une cochlée, totalement déficiente, je vous le rappelle, il y a bien d'autres choix thérapeutiques à proposer dans les surdité profondes, totales et bilatérales et on peut remplacer cette cochlée pour atteindre une communication orale. Je vous laisse parler des industriels, après je gagne du temps. Pour quel résultat? Bien, si je dois vous laisser deux messages, je vous laisse aussi celui-là. N'oubliez pas le premier message, un enfant né sourd et inattendu. Le deuxième, c'est ça. Un enfant sur 4 implanté cochléaire, donc sourd profond total à la naissance, est scolarisé individuellement en milieu ordinaire sans aide. C'est-à-dire que ces enfants, qu'on aura diagnostiqués tôt, qui sont ces enfants? Je ne vais pas détailler, ce sont des enfants qui ne sont pas syndromiques, qui n'ont pas 1000 autres. Pour un enfant qui a une surdité isolée dans un milieu social qui peut l'entourer, etc., un enfant sur 4 est scolarisé normalement, c'est-à-dire qu'il n'a jamais entendu comme le normand-entendant. Il a ces deux cochlées en place, il suit un parcours scolaire qu'on peut qualifier de normal. Et d'année en année, avec les progrès de la technologie, avec les progrès de l'implantologie, avec les progrès de nos connaissances sur les effets qu'on peut faire sur la cochlée, avec le traitement du signal, eh bien, on n'arrive plus à distinguer chez cet enfant sur 4 l'enfant qui est normand-entendant de celui qui ne l'est pas. C'est prodigieux. 70% des enfants implantés sont oralisants. Je vous rappelle que c'était 100% avant ce développement. Donc, rappelez-vous qu'on sait donc remplacer médicalement une cochlée déficiente à la condition qu'on fasse un dépistage plus tôt. Dans tout cet acte thérapeutique, je vous ai dit que l'enfant était pris en charge par beaucoup de monde. Et Reims me fait faire cette comparaison. L'orthophoniste, qu'on voit rarement dans les médias, ben c'est la clé de voûte. La cathédrale, elle s'effondre si elle n'y est pas. L'audioprothésiste, c'est les piliers de la cathédrale. Si on n'a pas le monde de l'audioprothèse qualifié, ça s'effondre aussi. Et quand je mets audioprothésiste, je mets les industriels avec, bien entendu. Les psychologues sont les contreforts. Ça tiendra un peu, mais ça ne résistera pas à un tremblement de terre. Les chirurgiens sont les vitraux. Ils sont jolis, ils sont beaux, mais ça tient quand même s'ils ne sont pas là. Et les secrétariats sont les architectes de la cathédrale. Et puis, n'oubliez pas que cet enfant qui a été diagnostiqué implanté, etc., il va falloir le surveiller. J'ai eu la chance d'être président
d'un centre médico-social appelé Institut Michel Fan, et j'ai appris beaucoup des enfants pris en charge dedans. Je les remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, André. Je voudrais juste ne pas prendre la défense de Mme Voynet, mais je pense qu'elle est asile. Parce que j'habite, il se trouve que le hasard de la vie font que j'habite rue Abbé de l'Épée. Oui. Or, je rappelle quand même qu'au XVIIIe siècle, le langage des... Et ce soir, on a eu un débat d'ailleurs avec Philippe Marc, parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on doit, dans cette session sur les implants, avoir le langage des signes derrière nous pour la retransmission éventuellement publique. Je crois que ce qui est clair, c'est que les petits avant, si tu veux, avaient besoin, ils n'accédaient pas au monde oralisant, c'est ça le problème. Et donc, il fallait leur dire qu'il y ait le langage des signes. De la même manière, pour le moment, les ophtalmos sont moins en avance, malheureusement, José Saël n'est pas là, mais les aveugles, on leur dit, il y a le langage du braille. Mais le jour où il y aura l'œil, ce que l'on peut souhaiter qu'il fera, on leur dira, il y a peut-être des implants oculaires. Donc, je te taquine, mais c'est vrai que chez les familles, on pourrait reprocher aussi aux médecins, mais vous ne m'avez pas dit qu'il y avait un autre langage pour parler entre eux souvent. Et donc, moi qui habite près de la rue de la BDP, je les vois dans la rue à la sortie d'école et je rejoins ton idée, c'est-à-dire que maintenant, la plupart des élèves qui sont mis dans l'Institut des jeunes aveugles sont des multi-handicapés. C'est sûr, mais ça c'est très très impressionnant. C'est sûr que c'est plus des handicaps tout simples, parce que les handicaps tout simples, ils sont comme tu l'as dit. Est-ce que tu veux faire un commentaire là-dessus? Un commentaire très important. C'est l'abbé de l'Épée, effectivement, et celui qui a en gros pris en charge tout de suite après la Révolution les enfants sourds. Et du point de vue universitaire, l'ORL est une science relativement récente. Les universitaires, les ORL, quand l'ORL est née, les universitaires, ne se sont pas beaucoup occupés de ces enfants sourds autoprofondateurs. Ils y sont revenus quand les acquis technologiques leur ont permis de faire ça. D'où deux mondes qui sont rentrés l'un contre l'autre. Le monde dit des sourds et le monde dit des normands-entendants. Et je suis très heureux parce que je sais qu'il y a des gens de l'Institut national des jeunes sourds qui m'écoutent. Je suis à leur conseil scientifique, donc ils m'écoutent, ils m'entendent, et ils savent très bien ce qu'a fait Mme Voynet. Elle a fait deux choses. Elle a utilisé les jeunes sourds signants pour les dresser politiquement dans un monde politique qui lui plaisait pas dans l'autre. Et elle a confondu le dépistage, le diagnostic et le choix thérapeutique. Et pour un médecin, confondre dépistage, choix thérapeutique, et là, ça nous amène à ce qu'on est aujourd'hui dans le Covid, c'est-à-dire un grand bazar. Merci beaucoup de ce commentaire. Moi, je ne veux pas ici, dans cette enceinte totalement apolitique, engager une conversation sur ce sujet, mais je voudrais savoir s'il y a des questions pour M. Jaïs. On peut se donner 2-3 minutes, et après je passerai la parole à M. Cercas. Je sais qu'il y a le président de la Fondation d'Audition, je crois qu'il est quelque part, ou un des responsables de la Fondation d'Audition, il me semble. Il ne veut pas faire un commentaire sur l'oralisant et pas l'oralisant, et vous en êtes tout, par exemple, à la Fondation d'Audition. Je crois que c'est intéressant aussi d'avoir des vieux. On n'a pas l'habitude de vous voir, si vous voulez. Voilà. Excusez-moi, Denis Lesquer, je suis directeur général de la Fondation pour l'audition. Et oui, la sémantique et les parcours de vie sont différents. On sait tous aujourd'hui, et on a beaucoup d'attention à la Fondation pour l'audition, de ne pas faire d'impair entre les choix qui peuvent être faits par les familles sur le mode éducatif. L'on était plein. Ce qu'on constate évidemment, c'est que rien n'est exclusif. Et les choses évidemment peuvent évoluer dans un parcours d'éducation. Voilà, c'est juste pour nous une attention particulière. On respecte évidemment les choix qui sont faits par les familles. Merci en tout cas pour votre présentation qui était extrêmement claire. Merci, merci. Et encore une fois, si vous avez compris que l'un était exclusif de l'autre, je me suis très très mal expliqué. Hein. C'est le ou qui n'est pas exclusif, le ou mathématique. Donc, et si j'avais moi un enfant sourd profond total bilatéral, je l'implanterais et je lui dirais aussi d'apprendre la langue des signes s'il le souhaitait. Écoutez, Olivier, oui. Juste faire une précision, c'est que ce dépistage a permis d'être sûr que l'enfant était sourd profond beaucoup plus tôt. Ce qui fait que jusqu'à un certain temps, avant que le dépistage soit aussi performant, un enfant il fallait au moins attendre 1 an pour qu'on ait la certitude. Or, là, je participe à une étude à Shanghai où ils implantent les enfants à 6 mois.
et les enfants ont une acquisition normale du langage. Donc, c'est très impressionnant. C'est comme si les aires du langage étaient prêtes à être colonisées par la maturation cognitive. Absolument. Oui. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Oui, Philippe Cornu, je suis neurochirurgien. Très belle présentation, vivante et humaine. Finalement, cette plasticité dont tu parles, Olivier, est présente chez l'enfant, beaucoup plus que chez l'adulte, et on voit finalement qu'elle peut permettre justement des choses qui, une fois que le temps est passé, n'est plus possible. Est-ce que vous avez des évaluations précises sur l'évolution de la plasticité, de la cognition chez l'enfant sourd? Oui, bien sûr. Alors, le problème, on a mis la barre de 24 mois, il faut bien mettre une barre. Hein. On sait qu'après 24 mois, les séquelles sont bonnes. J'ai l'habitude de dire que le dépistage, et ça permet, en vrai, merci Philippe de ce que tu dis pour moi et de ta question, mais le dépistage en plus, parce que je voudrais bien qu'on comprenne, hein, là on part sur le dépistage, sur l'idée profonde totale bilatérale, on arrive à l'implant. Il y a toute l'audioprothèse, il y a tous les autres implants, il y a toutes les aides qu'on peut apporter, et qui sont la plus grande majorité des enfants dépistés sourds. Alors ces enfants-là, par exemple, un petit qui naît avec 40 décibels de perte, il va acquérir son langage, hein. Mettons, on le met à 35 décibels, il peut presque passer au travers du dépistage. Et puis quand il va arriver en 6e, 7e, il va en classe, il va être retardé, ça va pas aller. Il n'aura pas, par exemple, en géométrie, il verra pas bien dans l'espace. Je dis n'importe, enfin je dis pas n'importe. Il aura un certain nombre de retards d'acquisition très fines. On lui fera un audiogramme, on dira il a perdu 40 décibels, le petit, et on va l'appareiller à ce moment-là. Le fait de dépister très tôt, je dis que l'intérêt du dépistage très tôt est d'autant plus intéressant, entre guillemets, que la surdité légère. Parce que cette multitude de petites maturations vont faire que, or, on entend avec son oreille, on s'équilibre avec son oreille, on fait des maths avec son oreille, on fait du grec avec son oreille, on fait de la musique, bien entendu, on fait tout un tas de choses. Et toutes ces choses-là vont être perturbées. Alors, nos instruments de mesure sont très lourds, hein. 24 mois irréversibles, il y aura des séquelles. Après, en fonction du degré de la surdité, de la stimulation autour, du milieu familial, de la surdité isolée, ils vont faire ça. Et ce sont des études qu'on complétera, je serai très loin en retraite, mais j'aurai plaisir à lire qu'on aura découvert que stimuler telle zone, etc. Olivier nous dit 6 mois à Shanghai, il n'y a plus de différence entre un enfant normal et un enfant implanté sourd, magnifique. Bien, je voudrais qu'on remercie encore. On va donc donner la parole à Olivier qui va nous faire, on a bien compris qu'il ne fallait pas en mettre à tout le monde chez les enfants, les publicités, etc. Mais Olivier va nous parler de cette révolution que représente l'implant cochléaire et on verra aussi tout ce que ça amène dans la chirurgie de l'adulte, notamment. Je suis surpris, étant également membre de l'Académie de médecine. Alors moi j'utilise un vieux mot, alors ce n'est pas des implants, mais ça me permettra sûrement de te poser une question du nombre d'académiciens qui ont un petit appareil derrière l'oreille. Je me tourne vers mon ami préféré, Bernard Andréassian, et je le dis à Georges-Bach, qui me disait en salle d'opération quand j'étais l'interne de Christian-Cabrol, j'entends pas. Et en fait, j'ai découvert, en le voyant matin à l'Académie de médecine, qu'il a un appareil, et donc on n'entend pas très tôt, et Olivier va nous dire dans quel cas on peut améliorer, mais dans quel cas on peut aller à l'implant cochléaire. Merci Olivier encore d'être ici pour nous. Bien, on est content d'ouvrir les mardis de la Fondation. Il me rappelle les mardis de Nardi, qui était le sacre à Richard. Mais c'est peut-être parce que ce sont des origines de chirurgie digestive qui ressortent. Alors, pour l'implantation cochléaire, il y a deux choses. Tu te demandais ce que c'était qu'une cochlée. C'est plus compliqué. C'est un cerveau dans lequel il n'y a rien à manger. Et tu as indiqué, et on a indiqué qu'aujourd'hui, c'était le 44e anniversaire de la première implantation, mais multicanal. Et ça, c'était une révolution, parce qu'avant, il y avait une implantation avec un seul canal qui a défendu Bill House dans les années 60, même la découverte de RIS.
et de tonneaux. Mais la première implantation multicanale a été faite le 22 septembre 1976 à Saint-Antoine, par Claude-Henri Schwab. Bernard Meyer a été bon assistant. Et ce n'est qu'après, en 1977, que la même implantation multicanale a été faite à Vienne avec le système Udell. Et en 1978, en Australie, à Melbourne, avec l'implant cochléaire. Alors moi, je vais vous parler essentiellement de l'adulte, parce que j'ai fait toute ma carrière dans les hôpitaux d'adultes. Nous sommes séparés entre enfants et adultes à Paris. Et j'ai commencé, lorsque je suis venu chef de service au 1er janvier 1991, où j'ai demandé au directeur de l'hôpital si j'avais un petit bonus. Et il m'a dit, ça se plus tellement. Déjà à l'époque, et puis il me regarde et il me dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui coûte cher dans votre spécialité? Il me dit, oui, l'implant cochléaire, il m'a autorisé en mettre 4. En septembre, il m'a demandé si je pouvais en mettre que 2, ça tombait bien parce que je n'avais pas d'autres candidats. Et depuis, eh bien, nous avons progressé et je me suis toujours, ne faisant que l'adulte, trouvé face dans des congrès où les gens ne parlaient que de l'enfant, qui est excessivement difficile puisque ça va être l'acquisition du langage, etc. Alors que l'adulte, c'est des gens qui avaient entendu et le tout, c'est qu'il ne fallait pas attendre trop longtemps pour pouvoir les réimplanter. Et les implanter toujours. Et ce n'est qu'à partir des années, après 10 ans, des années 2000, des implants devenant particulièrement fiables, des implants ayant amélioré leur traitement du signal, que nous avons commencé à montrer que l'adulte était le modèle pour savoir comment ça fonctionnait, comment il fallait les régler, et on a vu que, et jusqu'à quel âge on pouvait les implanter. Alors, d'accord. Alors, on a eu une chance inouïe, c'est qu'en 2007, Bernard Fraisse de Toulouse a dirigé des recommandations à la HAS, dont je faisais partie, et de la définition de l'implant cochléaire avec lui. Et on a orienté cela de telle sorte qu'on pouvait avoir une prise en charge de tout type d'implant, et en particulier d'implanter en bilatéral, sachant que 10 ans avant, le grand combat d'Alain Morgon, qui était lyonnais, avait été de faire rembourser les prothèses auditives bilatérales, et que l'audition, je vous ai montré, bilatérale est nécessaire pour percevoir les sons en milieu bruyant. Là, ce qui a fait que, alors qu'on plafonnait à 50 parce qu'on avait eu tout de même des dotations ministérielles pour les implants cochléaires, on a pu augmenter le taux d'implantation. Et à Paris, en adulte, j'ai eu une deuxième chance, c'est que les autres centres de Meyer, qui étaient à Tenon et Saint-Antoine, et de Benoît-Fachet à Alicenne, ont été regroupés dans mon service à Bouchon, ce qui fait que nous avons décollé et commencé à implanter sur un nombre important. Et l'arrivée à la Pitié qu'a dirigée Dr Isabelle Monnier en 2013, dont j'avais rejoint quelques mois plus tard pour la place du crâne, ont permis à dépasser plus de 200 implantations adultes en France à la Pitié, ce qui correspond à un centre leader en Europe, voire plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a traité aujourd'hui? C'est essentiellement que nous avons participé à quasiment tous les développements depuis les années 2000 par cet important recrutement. Et je vais traiter les études que je considère majeures auxquelles on a participé sur la stimulation électroacoustique. C'est-à-dire que la question était, est-ce qu'on peut préserver et est-ce qu'on peut opérer des sujets qui ont encore des restes auditifs sur les fréquences graves et les implanter? Deuxièmement, les implants bilatéraux pour vraiment démontrer qu'il y a un bénéfice, puisque théoriquement il y a un coût. Quels étaient les avantages des améliorations du processeur externe, sachant que quasiment l'ensemble des compagnies sont arrivées au même traitement du signal dans les années 2005-2010, mais chacun apportant des accessoires sur son prothèse de processeur externe, ont fait progresser la perception de la parole dans le bruit. Enfin, depuis la fin des années 90,
m'étais intéressé au sujet AEG. J'ai eu du mal à démarrer une étude pilote qui a permis de montrer qu'il y avait un retentissement chez le sujet âgé de la surdité sévère profonde et que c'était une forme tout à fait particulière de baisse cognitive car elle est réversible. Et dans le même moment où alors qu'on s'est intéressé à être traumatique, le moins traumatisant possible lorsqu'on met l'électrode, au début, quand j'ai commencé, l'électrode était tellement compliquée qu'on l'enfournait dans la cochlée, ça ressemblait un peu à une queue de cochon. Et on était content quand on ne voyait plus les électrodes, c'est-à-dire qu'on avait tout mis. Et comment c'était dedans, c'était pas sûr. Heureusement, la plasticité cérébrale y a fait beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est la cochlée? C'est une analyse fréquentielle, et ici, vous avez les fréquences qui vont de la base vers l'apex de la cochlée, avec les fréquences les plus aiguës qui sont en rouge, et progressivement, il y a une analyse des fréquences moyennes et des fréquences les plus basses à l'apex de la cochlée. Qu'est-ce que c'est que l'implant cochléaire? C'est d'enfourner à partir de la base de la cochlée, qui est très facilement accessible chirurgicalement à travers une petite mastéidectomie, et on enfonce l'électrode jusque le plus loin possible pour avoir une couverture électrique la plus importante possible. On n'a pas besoin d'aller tout au bout, parce que par bonheur, les cellules restantes ne montent pas jusqu'en haut. Elles s'arrêtent à peu près au tour moyen apex. Donc de vouloir absolument aller tout en haut ne sert à rien. Et puis, quand il reste l'audition ici, c'est de mettre une électrode plus courte pour pouvoir stimuler électriquement la cochlée et, si possible, acoustiquement l'apex de la cochlée. Alors, l'évolution de la chirurgie s'est faite par la notion de il faut être atraumatique, ce qui n'était pas le concept du début de la fin des années 80 et début des années 90. Et ça a amené ceci parce qu'on a voulu préserver certaines auditions, parce qu'on a voulu diminuer le risque de fibrose, de ossification qui pourrait être entraîné par l'électrode dans la cochlée et qui posait les problèmes de réimplantation quand il y avait une panne du processeur, quand il y avait des performances qui n'étaient pas suffisantes, voire éventuellement la nécessité d'upgrader le processeur externe. Et puis ça nous amène à ce qui est le futur. Le futur, c'est que si on sait mettre une électrode de façon atraumatique dans la cochlée en préservant l'audition, on saura mettre des cathéters, ce qui nous n'est pas de faire, de façon atraumatique, et d'avoir des thérapeutiques des maladies de l'oreille interne, ce qu'on ne peut pas faire, parce que ça c'était ma première vie de chercheur. C'est comme la barrière hémato-cérébrale, rien ne l'a franchi, et il fallait le mettre dedans pour avoir un produit qui puisse être actif. Alors la stimulation électroacoustique, c'est voilà l'audiogramme typique, c'est-à-dire qu'il reste une fréquence grave. Il n'y a plus de 1000 Hz. Le 1000 Hz, on comprend la voix. Le 2000 Hz, on comprend la parole. Donc ici, s'il n'y a plus de 2000, les prothèses auditives ne peuvent amplifier strictement bien. Et c'est pour ça qu'on va vers des enveloppes qui sont plus petits, moins traumatisants. Et jusqu'où faut-il limiter l'électrode? C'est ce qui a été l'objet des années 2000-2010. Alors qu'est-ce qu'on veut obtenir et pourquoi? C'est avoir une stimulation acoustique de l'apex de la cochlée, une stimulation électrique de la base, qui fait qu'on a ce qu'on appelle une stimulation bimodale, et surtout ça va donner une meilleure audition dans le bruit et de la perception de la musique, qui sont les buts de la musique, c'est ludique, mais entendre dans le bruit, c'est la vie courante, là vous êtes très attentifs, je ne sais pas de quoi ils font, mais ce n'est pas la vie habituelle. Alors, initialement, avec Yann Nguyen, on avait repris les premiers patients qu'on avait fait au cours d'études, qui étaient avec des électrodes, qui étaient comme ceci, étaient larges, qui occupaient toute la cochlée, et beaucoup plus courtes et beaucoup plus fines, et puis aussi les plus fines et qui couvraient un peu plus. L'élément important, c'est qu'on avait vu qu'on pouvait garder l'audition qui est en noir, et dans un quart des cas, on gardait à l'identique, et on n'avait que 4% de lésions totales, de surdité totale. On a repris, ma mère qui a repris l'ensemble des patients,
Et là, elle est un peu compliquée, mais je vais la schématiser. D'abord, sur 12 ans, il n'y a pas énormément de patients qui étaient des candidats pour avoir ce type de chirurgie de préservation de l'audition. Et de façon intéressante, c'est toujours le même pourcentage. Par rapport au nombre, c'est de l'ordre de 7% des patients qu'on a implantés. Et là, dans cette étude, on a la chance de pouvoir, et c'est la chance de notre système français, c'est qu'on est indéboulonnable. On est nommé quelque part et on repart 25 ans plus tard. Mais on ne se sert pas de cela pour analyser ce qu'on a fait pendant cette période. Parce que les archives sont pleines et qu'il faut jeter les archives. Alors là, on a fait une étude où, vous voyez deux en rouge, ce sont des modèles, et en jaune, des cochléas, et c'était ceux qui étaient intéressés comme compagnie à l'époque sur l'électroacoustique. La chose qui est intéressante, c'est qu'on dans le nombre, on retrouve le même nombre de patients ayant une surdité post-opératoire, mais on a la même perte auditive sur l'ensemble des fréquences. Et ça peut s'expliquer tout à fait, c'est que quand vous mettez quelque chose dans la cochlée, l'onde sonore qui va se propager est gênée par cela. Et donc ça équivaut, on l'a retrouvé sur les modèles animaux, ça correspond à cette perte de 20 décibels. Cela dit, est-ce que c'est gagné pour toujours? Ben non. C'est-à-dire que si on a 6% de perte d'audition à un mois, vous voyez que 7 ans après, il y a un tiers des patients qui perdent l'audition complètement. Et pour moitié de cela, c'est du fait de l'évolution de la maladie, parce qu'ils perdent aussi l'audition de l'autre côté. Donc, c'est ceux qui regardent l'audition de l'autre côté, c'est très souvent par un effet délétère de l'électrode. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est définitif. C'est pour ça qu'il faut essayer de garder l'audition, mais d'un autre côté, avoir un nombre d'électrodes et ouvrir suffisamment l'analyse fréquentielle de la côté pour que si jamais l'audition résiduelle disparaît, il y ait encore un bénéfice de l'implant. Et en plus, tout le monde pensait à la stimulation acoustique. Eh bien, la surprise, ça a été que, initialement, il n'y avait que 50% des patients qui se servent de cet apport de la prothèse auditive. C'est un petit peu, comme c'est très étalé dans le temps, les prothèses auditives ont fait aussi beaucoup de progrès, donc le chiffre doit être un petit peu plus élevé aujourd'hui. Et surtout, après 7 ans, il n'y a plus qu'un quart. Donc, le but est avouable, est intéressé, mais il reste tout de même avec un intérêt qui est limité dans le temps. La deuxième chose, c'est l'implantation cochléaire bilatérale, et ça, avec des patients simultanés. Je veux dire que Jean-Pierre Vévéard dirigeait l'école bordelaise, voilà, où on a fait à 5 groupes, 5 centres français, Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Tours. On a mis en place de façon simultanée, c'est-à-dire dans la même opération, de chaque côté, des implants MEDEL. Et ce qu'on voit, c'est que en noir, c'est en bilatéral, et là, c'est toujours meilleur l'audition dans le silence et dans le bruit lorsque vous êtes stimulé des deux côtés. On a eu des drôles de surprises, c'est qu'il y avait des patients, les 2 tiers avaient de bons résultats, mais il y en avait tout de même un tiers qui ne laissait pas prévoir qu'ils auraient des mauvais résultats. Et quand ils sont en bilatéraux, ils sont mieux. Ça veut dire que jusqu'à présent, on ne parlait que des star patients. On se disait, on va la croiser de l'autre côté, éventuellement après, parce qu'il entend très bien. Et le concept est faux. Le vrai concept, c'est que si on a un résultat assez faible, c'est eux qu'il faut mettre en priorité de l'autre côté pour au moins atteindre un résultat acceptable. Et enfin, si on obtient le même résultat de chaque côté, il y a un effet de sonation et l'audition bilatérale est meilleure. Ah ouais, moi je pensais si que c'est asymétrique, c'est-à-dire que qu'elle se resserre. est moins bonne, il expliquait, eh bien l'audition bilatérale correspond à l'audition dans la meilleure oreille. On s'est posé la question, parce que c'est une de mes marottes d'aller voir quelques années plus tard qu'est-ce qui se passe. Eh bien, 5 ans après, on a eu la surprise de voir ici, c'est le débat dans le silence, puis ça c'est progressivement dans des bruits les plus difficiles entre le bruit de fond et l'oreille qui est stimulée. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a une amélioration progressive du même côté, alors que ça plafonne du côté qui est bon. Et le bilatéral ne manque pas vraiment. Mais le mauvais côté, lui, s'améliore. Et ça, c'est un témoin d'une plasticité cérébrale, car initialement, la première année
on a vu que c'était dépendant du placement de l'électrode par rapport à l'axe de la cochlée où sont les cellules sensorielles, les ganglionnaires qui vont recevoir l'information électrique. Et en revanche, à 5 ans, c'est plus le cas. C'est plus dépendant du placement d'électrode. Ça veut dire que il s'est fait une propre tonotopie dans les aires auditives que l'on peut stimuler. Ça a amené à changer d'orientation ces études. C'est que jusqu'à présent, on implantait les gens quand ils avaient perdu l'audition du deuxième côté. C'est-à-dire qu'il y a une prothèse qui ne marchait plus, ils n'étaient pas très heureux, mais on disait, c'est pas encore le moment, attendez que l'autre ne fonctionne pas. Et ça, c'était faux, et il faut implanter. Dès qu'on a la première prothèse qui est plus efficace, comment s'en rendre compte, c'est que les patients, à ce moment-là, commencent à ne plus entendre dans le bruit, et commencent à avoir une audition qui décline. Et on voit que c'est les implantations séquentielles. Alors, la première conséquence, c'est que notre recrutement s'est modifié. C'est-à-dire que les audioprothésistes ont commencé à nous adresser des patients pour les implanter parce que la prothèse n'entraînait plus bénéfice suffisant. Et là, on a implanté des résultats avec 4 types d'implants qui sont acceptés en France. Et on voit que dans tous les cas, entre le rose, c'est le premier qui était implanté, le bleu, c'est le second, mais qui est tout petit. Il ne s'est pas significatif, un peu plus bas. Et bien entendu, avec les deux côtés, c'est nettement meilleur. Et en particulier, les SNR, c'est dans le bruit. Et bien, vous voyez qu'il y a une nette amélioration de l'audition dans le bruit, qui est le but recherché aujourd'hui chez l'adulte. La qualité de vie aussi s'en ressent. Et la chose qui est importante à dire à ces patients, c'est que jusqu'à présent, pour beaucoup d'équipes, c'est long de rééduquer, de régler un implant, mais parce qu'ils s'occupent d'enfants. En majorité, que les enfants étaient prioritaires. Et chez l'adulte, c'est pas vrai. Chez l'adulte, eh bien, dès 6 mois, il y a le réglage lointain et la liste de la qualité de vie est récupérée. Et généralement, aujourd'hui, avec la qualité des électrodes, la qualité des processeurs externes, eh bien, on a une possibilité, c'est fini, c'est réglé, ils sont au top. Donc, c'est pas très astreignant. Ce que pensent les gens, la chirurgie, c'était marqué au début, 40% sont en ambulatoire aujourd'hui des patients qui sont opérés, donc très banalisé. Et les processeurs sont beaucoup plus faciles à régler que le flux. Et quand on a fait un certain nombre d'études en PET scan, avec André Sirota et avec Yves Sanson, et on voit qu'on a des petites aires qui montrent qu'on active des réseaux frontotemporaux accessoires, on entraîne aussi l'augmentation de la tension, tout concourt à faire que le patient n'a pas seulement son audition, mais réactive tout un système relatif aux aires auditives. Alors maintenant, les processeurs externes, ils ont fait des progrès terribles. Ils ont fait des progrès terribles. En plus, 2 des 4 compagnies ont été achetées par des compagnies de prothèses auditives. C'est-à-dire, c'est Phonak, Sonova, et Norelec, qui était français, a été acheté par notre petit club. Donc il y a un mélange, il y a une possibilité de recherche dans le traitement du signal nettement plus importante. Et là, vous voyez que ces patients qui ont été implantés, ces patients qui ont été implantés après les années 2000, avec des anciens processeurs, et quand ils ont le nouveau processeur qui est réglé sur le programme bruit, eh bien, ils ont une très nette amélioration de leur audition dans le bruit dans 77% des cas. Mais, vous voyez que là, ça c'est le cas de cochléaire, où on voit qu'on a repris les malades qu'on avait implantés depuis les années 91, qu'on a commencé, et aussi des malades de trousseau d'enfants devenus adultes et qui étaient suivis dans le sang, car le dernier processeur est compatible avec les premiers implants qui ont été mis. C'était la première fois qu'on a pu le faire en 2013. Là, on voit tous les évolutions des processeurs qui ont été énormes. Il y a eu une énorme en l'espace de ces 30 ans de progrès. Et surtout, ici, vous voyez tous les accessoires qui sont amenés en plus pour arriver à augmenter les capacités d'audition dans le bruit. Et là,
on a quelque chose qui est extraordinaire, c'est des gens qui auraient pu être réimplantés, bénéficier d'un nouvel implant de dernière génération, tout en sachant qu'une réimplantation, c'est pas si simple que ça, et on a essayé de minimiser le risque. Eh bien, dans ces cas-là, ici, on s'améliore vers le bas. Dans un test qui est très difficile d'audition dans le bruit, eh bien, il y avait 13 de ces patients qui sont nettement améliorés. Et 6 qui n'entendaient pas dans le bruit avec ce test ont été capables d'entendre. Donc, on peut considérer que l'implantation est plus quasiment une implantation pour la vie, la plasticité cérébrale faisant que on y revenait. Alors, arrivons au sujet âgé. Là, on a mené, ils avaient mené une étude prospective dans 10 centres en France, avec des patients qui avaient en moyenne 72 ans, et on les a aussi revus à 7 ans. Bon, il y en avait plus de 70 parce qu'il y en avait un certain nombre qui nous avaient quittés, et puis certains qui avaient aussi eu, qui n'avaient pas pu être testés. Et voilà les résultats 7 ans après. Des patients de 78 ans en moyenne, ils sont pas dépendants. Ils sont appareillés de l'autre côté, dans un cas sur deux, soit par une thèse, soit par un autre. Les 4 marques ont été également implantées. C'était un des buts de cette étude. Donc, le but n'était pas de démontrer que l'un était supérieur à l'autre, mais qu'on avait un bénéfice, quel que soit l'implant, chez les populations âgées. Et là, on voit que en bleu sont les auditions dans le silence, et en rouge jusqu'au violet, les tests dans le bruit de plus en plus difficiles. Il n'y a pas réellement, il y a un gain manifeste, 1 an, et un petit fléchissement qui n'est pas significatif, mais qui est dû à l'âge. Surtout, ce qui est très important, c'est le téléphone, parce que les petits-enfants, les enfants peuvent appeler au téléphone les personnes les plus âgées. Ici, on voit ce que c'était avant. 80% pratiquement ne pouvaient pas téléphoner. Et ça s'inverse avec l'implant cochléaire, et ça se maintient dans le temps, 7 ans après. Si bien que nous avons aussi le même effet tout à fait important. C'est pas parce que on voit 72 ans, on n'est pas très vieux, moi j'ai 70 ans, je ne me sens pas très vieux. Mais 78 ans, je ne sais pas. Mais on voit que les réglages sont obtenus dès 6 mois. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une rééducation astreignante pour avoir le bénéfice de cet implant. Alors, c'est un peu compliqué, mais je l'ai fait compliqué parce qu'il y a aussi le zoom. On peut plus réfléchir si jamais on se repasse sans zoom. Premièrement, on teste les domaines de cognition et on voit en blanc, il n'y a pas d'atteinte, en bleu clair, il y en a 1, 2 et 3. Il y avait 71% des patients qui avaient une atteinte cognitive avant d'être implantés, avec 72 ans de moyenne. 1 an après, on voit qu'il y a une nette amélioration, puisque avec 0 test ou 1 test, on atteint à peu près 80%. Et il y a une petite dégradation 7 ans après, en particulier en ayant plus de tests altérés, ce qui est logique dans l'évolution de notre race. Et si on essaye de voir ce que c'est que le profil cognitif, il est normal, il est ce qu'on appelle le MCI, c'est-à-dire Mild Cognitive Impairment, c'est des gens qui ont, après 65 ans, des atteintes cognitives plus importantes que la normale, mais qui n'ont pas besoin d'être institutionnalisés. Ça ne retentit pas sur leur vie courante. Ça représente 5 à 19% de la population de plus de 65 ans, et la définition, c'est que 5 ans après, 50% de ces patients deviennent déments. Et là, on a eu l'analyse de ces patients à 7 ans, c'est qu'ils s'améliorent dans 18% des cas, ils sont stables dans 60% des cas. L'aggravation est visible, donc vous voyez les normaux, les 2 tiers restent normaux, 1 tiers se dégrade en MCI. Les MCI, 1 tiers deviennent normaux, donc il y a une récupération. 21, les 2 tiers restent normaux. Et le passage à la démence est très faible, puisque on a commencé avec 35 patients qui avaient une MCI. 7 ans après, on aurait dû avoir 17 déments, quand on a observé 2. Donc c'est vraiment une question fondamentale d'arriver par cela, même s'il y a une atteinte
cognitives modérées, de les implanter, car on arrive à l'esprit. Alors, dernière chose, c'est, il se trouve qu'en 2006, dans tout cela, je m'étais posé la question, comment améliorer l'insertion? Et on avait pensé à la robotisation. J'avais rencontré Christian Bréchot qui m'a dit oui, il serait bien de faire une unité INSERM. Il fait toujours travailler à l'INSERM depuis 1979. Mais si Maresco demande une unité, tu l'auras pas. Très bien. J'avais ce projet, j'avais rien, je ne sais pas où on partait. Et on avait simplement, il se trouve que Maresco, par bonheur, n'a pas demandé une unité INSERM, donc moi je l'ai eu. Et la question, c'est qu'on avait défini ce qu'on voulait. On voulait avoir un robot téléopéré et dans un espace petit, parce que le Da Vinci ne rentre pas dans l'oreille. Là, on a eu aussi la chance de connaître depuis longtemps Paul Jacquel, qui a pu financer une bourse CIFRE pour un ingénieur robotique. Le laboratoire de robotique de Paris a pris ça en charge et dans l'espace de 2009, on avait le premier prototype ici. 2012, il était devenu rigide et 2014, il était prêt et le marquage de CE a été obtenu en 2016. Et là, on est passé, voici la machine actuelle, et on est passé dans l'ère de l'utilisation. Alors, ce qu'on a pu faire dans tous ces travaux, c'est de se rendre compte quels étaient les phénomènes importants de l'insertion. L'insertion, c'est d'abord de trouver le bon axe. Ici, vous avez une mastoïde. Ici, vous avez le petit passage qui permet d'aller vers la cochlée. Et on a vu que l'expert, c'est-à-dire un chirurgien qui a fait 30 ou 50 implants plusieurs fois par an, tous les ans, a une capacité à se représenter l'axe, si bien qu'il ne peut avoir une déviation que de 10% dans les deux plans de l'espace. Bon. Et cet axe d'insertion est réellement... Non, mais il ne peut plus passer. Bon. Et l'axe d'insertion, voilà ce que c'est. En rouge, c'est l'axe du tour basal de la cochlée. Et en jaune, c'est l'axe qui va idéal. Malheureusement, souvent sur cet axe idéal, il y a le trajet du nerf facial, dans le canal de Fallot, et on accepte jusqu'à 10% de variation. Et voilà ce que ça donne avec une reconstruction sur un os temporal synthétique. Ici, c'est la mastoïdectomie. Là, vous avez les osselets. Là, vous avez la tympanotomie postérieure qui amène à la cochlée et à la fenêtre ronde. L'axe idéal est en vert. L'axe peut bouger. Il ne faut pas aller plus de 10%. Et si vous êtes dans un axe anormal, ce que vous allez faire, c'est en rentrant dans la cochlée, vous allez casser le centre de la cochlée, le modulus, qui est précisément là où sont les cellules qu'on veut stimuler. Donc, ce n'est pas très bien. On a pu le démontrer en faisant des reconstructions en 3D, avec des systèmes d'imagerie et de fusion. Et vous avez ici, en vert, la membrane basilaire sur laquelle est désertique, c'est là où reposent les cellules sensorielles habituellement. En bleu, les électrodes, et on peut parfaitement, avec le scan pré-op et le scan post-op, reconstruire cela de façon fiable, on a de bonnes corrélations avec l'histologie, qui permet de dire s'il y a eu un passage de l'électrode, de la rampe tympanique, ce qui est l'insertion idéale, vers la rampe qui est supérieure à la rampe vestibulaire, avec plus ou moins de dommages des terminaisons nerveuses que l'on veut exciter. Et on a pu, thèse de Delano Torres, montrer qu'il y a un axe optimal, ici vous voyez toutes les électrodes sont en dessous, et que si on dévie de plus de 10 degrés l'axe d'insertion, eh bien vous avez des électrodes, au lieu de rester au bon endroit, qui passent au-dessus et qui viennent déchirer la membrane basilaire. La première insertion se servant du robot a été réalisée par Yann Guyenne et Isabelle Mounier en été 2019. Ici, ce qui bouge,
c'est pas le robot, c'est le microscope. C'est pour ça que ça donne un petit mouvement de cela. Et l'électrode est tenue par un instrument qui est branché sur le robot. Et vous voyez qu'on maîtrise parfaitement la pénétration de l'électrode dans la fenêtre ronde avec une vitesse que l'on peut réduire en étant extrêmement lent pour essayer de ne pas être traumatisant. Et on arrive à faire des insertions totales. La question, c'est ici l'analyse des 20 premiers malades qui ont été implantés avec différents types d'électrodes, soit cochléaires, soit des cadences bioniques de différents types. Et en rouge, ce sont des électrodes qui sont passées de l'autre côté, translocation. En vert, c'est quand elles sont restées totalement dans la scale atomique. Alors, ce qu'on voit, c'est que avec les électrodes cochléaires, ça c'est les manuels et c'est le contrôle, il y en a 2 fois plus que des robotisés, on obtient une nette amélioration. Avec ce type d'électrode, que ce soit en manuel ou en robot, il n'y en a pas beaucoup. Et avec celle-là, il y en a beaucoup. Le nombre est plus ou moins important, mais il y a tout de même beaucoup de translocations. Ça veut dire que l'axe est le premier élément, et le deuxième élément, c'est la caractéristique de l'électrode qui est déterminant pour la qualité d'insertion. Et l'évolution actuelle, qui n'est qu'au laboratoire, c'est de coupler cette robot au navigateur qui est aussi fait et commercialisé par Colin pour pouvoir arriver au point ultime, c'est-à-dire que si on a l'axe, on est bien, mais il faut prendre le premier tournant. Alors, on n'est pas une voiture sans chauffeur, hein, et bien on y arrive. C'est-à-dire que sur des os temporaux, voilà où les derniers éléments qu'on a, c'est si c'est avec le robot et avec un système de progression contrôlée, mais avec un jeune chirurgien qui n'a pas une notion extraordinaire de l'axe sur l'os temporal, où les membranes sont beaucoup plus rigides, donc les translocations sont plus fréquentes, on a beaucoup de translocations avec un système qui est totalement navigué et dans lequel on a implémenté la rotation de la cochlée du passage du tour basal vers le tour moyen, et bien on supprime ce risque, moi sur cela, et on espère pouvoir en faire un tout petit peu plus pour parfaitement le démontrer. Alors, là, les conclusions de cela, c'est que la réhabilitation en milieu bruyant de la surdité cérébrale profonde, qui est le but, est optimisée par implantation bilatérale ou le maintien d'une audition binaurale le plus longtemps avec un implant cochléaire d'un côté et une prothèse auditive de l'autre. Que la diminution du traumatisme chirurgical par une implantation robotisée et lorsque possible la préservation de l'audition résiduelle avec stimulation électroacoustique. Enfin, les avancées technologiques du processeur externe, si compatibles avec les implants les plus anciens, laissent espérer qu'une seule implantation sera nécessaire dans la vie. Enfin, que les troubles cognitifs sont fréquents chez le sujet sourd, au fond, et sont réversibles après implantation cochléaire. Le risque de démence est excessivement faible dans cette population. Maintenant, j'ai transféré à mes successeurs, qui sont Isabelle Monnier, qui dirige l'unité fonctionnelle informatique à l'appliqué, et Yann Guyenne, qui est co-directeur à l'INSERM dans le nouveau bâtiment de l'Institut d'audition et avec l'Institut Pasteur pour aller vers les technologies innovantes et de thérapie génique, par exemple. Je vous remercie. Vous serez tout à fait d'accord, je pense, que vous allez donner la parole pour continuer à expliquer comment vous avez amélioré le navigateur et comment vous avez pu supporter et travailler avec des opérations très exigeants. Je vous demande d'être avec dynamique parce que comme ça, on pourra peut-être bavarder un peu 5 minutes après. Merci.
Je tiens d'abord à remercier le président de cette académie et ses membres de m'avoir invité ici dans cette prestigieuse académie. Et au nom de Colin, nous sommes très fiers d'être parmi vous ce soir. Donc, je vais en quelques minutes vous éclairer sur la société Colin, qui est une PME française, et sur le parcours que nous avons fait pour permettre de fabriquer cet outil robotique. Donc, voilà, je vais commencer à vous présenter la société. Alors, Colin a une expertise de plus de 30 ans dans l'ORL. C'est une société privée française, 37 personnes, qui a un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros, et on est effectivement entièrement focalisé sur l'ORL. Alors, vous allez comprendre qu'effectivement, ça n'a pas toujours été le cas. En 1820, Colin a démarré, donc on a aujourd'hui 200 ans, c'est quand même un chiffre assez marquant. En 1986, j'ai créé l'activité ORL. Mon associé Michel Lemasson m'a rejoint 2 ans après, et nous avons repris en 2000 l'activité ORL pour faire notre PME et de cette aventure, de cette entreprise. Nous avons commencé à fabriquer un navigateur chirurgical à partir de 2001, et qui est de l'UCE et qui est leader sur le marché français dans plusieurs pays européens. Et puis effectivement, en 2005, le professeur Sterckers a commencé à nous parler de son projet de développer un robot, ce qui nous semblait au départ un petit peu de la science-fiction, mais on avait envie de faire ce chemin avec lui. En 2010, on a eu un premier prix, c'était l'équipe de Mathieu Miroir et les ingénieurs qui ont été consacrés pour le travail de design du robot appliqué, je dirais, dans l'oreille moyenne. Et c'est le prix ICROS à Taipei. On a eu, comme disait le professeur Sterckers, le marquage CE en 2016, et ça nous a permis évidemment d'avoir un système. On était le premier robot à obtenir pour la chirurgie de l'oreille le marquage CE, pour la chirurgie de l'oreille moyenne et interne. Et nous étions également fiers de cela. Et en 2017, nous avons eu le premier prix de l'innovation. Quand je dis nous, c'est en fait, je vois qu'il est plus parmi nous, le professeur Nguyen. Et nous avons, de manière en partenariat, eu ce premier prix d'innovation lors de l'IFOS, qui est le congrès mondial de l'ORL, qui cette année-là s'est tenu à Paris. Le Robotoy, les premières ventes se sont réalisées en 2018, et comme on l'a dit tout à l'heure, la première insertion robotisée d'un implant cochléaire s'est faite en 2019. Alors évidemment, une fois qu'on a eu le marquage CE, qu'on a eu ces prix, on s'est dit qu'il fallait mettre un peu plus de gomme, avoir plus de finances, avoir une équipe plus forte pour exister, parce qu'un produit comme le robot, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est quelque chose qui nécessite quand même pas mal de moyens. Le professeur Sterckers nous a souvent reproché de ne pas mettre assez de carburant dans la locomotive et qu'elle avançait un peu doucement, mais de notre côté, on a toujours mis du carburant quand même, et là, on a réussi à mener ce projet de manière concrète et à le faire aboutir, ce qui est quand même important. Donc, en 2019, on a été amené, on a eu des financements plus importants et une nouvelle direction qui s'est installée avec davantage de moyens, donc en renforçant l'équipe des ingénieurs et aussi en renforçant, je dirais, l'équipe des gens qui communiquent sur le robot national, de façon nationale et internationale. Et je voudrais saluer ici Nicolas Prévost, qui est le directeur général maintenant actuel. Nicolas, peut-être lève-toi pour que tout le monde te voit. Le directeur général qui reprend, continue toujours de travailler en symbiose, et c'est maintenant lui qui reprend le flambeau de Colin. Alors, bien sûr, Colin est une PME qui répond nécessairement aux exigences en matière de qualité, faute de quoi on serait ici ce soir. On a un système certifié ISO 13485, et on a anticipé la préparation au passage MDR, qui est quelque chose qui stresse un peu toutes les PME actuelles dans les dispositifs médicaux. Alors, quelques mots sur le parcours de ce Robotoy. Donc, il a fallu, ce parcours qui a quand même pris à peu près une quinzaine d'années, il a fallu d'abord travailler sur la conception. Donc, comme disait M. Sterckers, il y avait des bourses chiffres, notamment Mathieu Miroir qui a travaillé dessus au départ. Donc, il a fallu comprendre quel était l'environnement de ce robot dans le bloc opératoire, quelle est la dimension que le robot devait avoir, à côté de quelque chose de gros comme le microscope opératoire,
et comment il fallait le placer, à quel endroit pour optimiser l'utilisation de ce robot. Ensuite, il fallait aussi comprendre l'environnement de travail in situ, donc dans l'oreille moyenne, aux frontières de l'oreille interne. On est quand même dans des structures extrêmement petites, submillimétriques, et il fallait intégrer tout ça pour avoir, là encore, un dispositif pertinent. Ensuite, il a fallu comprendre mesurer la capacité en effort, c'est-à-dire de quel type de moteur il fallait travailler. Est-ce que dans l'industrie horlogère, on parle en micronewtons, l'industrie mécanique, on parle en kilonewtons. Ben ici, nous sommes en quelques newtons dans un espace tout petit. Donc tout ça n'est pas simple à gérer, mais il fallait vraiment définir les bornes pour ensuite travailler de manière efficace dans l'oreille moyenne et interne. Et puis enfin, il fallait comprendre les vitesses, enfin calculer la vitesse des déplacements moteurs. Là encore, c'est absolument indispensable. On voit que, on a défini comme objectif d'avoir une résolution de 5 micromètres, ce qui est très petit, avec un objectif d'angulation de 0,3 degrés. Ce sont les objectifs à atteindre. On sait qu'un tremblement d'un chirurgien expert, ça ne concerne évidemment pas le professeur Starker-Sichet, parce qu'il ne tremble absolument pas. Enfin, un tremblement normal, c'est à peu près 200 micromètres. Donc nous, on a ce mouvement-là qui est précis à 5 micromètres près, donc on a quand même un rapport de 1 à 40 à ce niveau-là. Et l'angulation de 0,3 degrés, ce qui donne quand même une grande précision. Les évolutions du système ont commencé, avant de faire le V1, il y a eu le V0, qui était un premier robot en stéréolithographie classique, toute simple. Le V1 est sorti en 2012, qui était un robot, je dirais, avec des câbles tenseurs, qui était métallique déjà, mais avec des câbles tenseurs. En 2015, on a sorti le robot, la deuxième version, qui lui avait des moteurs sur les axes, donc déjà beaucoup plus précis, avec beaucoup moins de tolérance, enfin, moins d'écart de tolérance plutôt. Et puis enfin, en 2017, le robot actuel est apparu avec des bras industrialisés, un bras porte-instrument pour l'insertion cochléaire notamment, et pour la chirurgie de l'oreille moyenne, et un bras porte-endoscope, parce que c'est quelque chose qui permet, on verra, qui apporte beaucoup d'avantages aux chirurgiens de pouvoir travailler avec les mains. Donc ça, c'est l'évolution en termes industriels de ces robots. Alors, aujourd'hui, il y a 5 centres universitaires qui utilisent le Robotol. Eh bien, vous avez d'une part, évidemment, le premier centre Princeps, qui est le CHU de Pitié-Salpêtrière, qui a été le centre de développement, partenariat étroit. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que tout ce développement s'est fait parce qu'il y avait un très bon partenariat et une grande confiance entre d'un côté les chirurgiens et leurs attentes, et de l'autre côté les ingénieurs. Il y avait beaucoup de respect, d'écoute, et ça nous a permis d'aller dans la même direction. Même s'il manquait un peu de pétrodollars, mais quand même on a réussi à avancer là où il fallait. Un autre centre est bien loin, mais c'est celui de Shanghai, qui est en relation universitaire étroite avec la Pitié-Salpêtrière, et ils utilisent le robot pour la chirurgie d'implants-cochléaires et l'auto-endoscopie également. Un autre centre est en Europe, c'est le CHU de Liège, le professeur Lefebvre, pareil, qui travaille beaucoup sur l'implantation cochléaire et l'auto-endoscopie. Un centre plus récent, c'est le CHU de Montpellier, où le premier objectif, c'est de monitorer l'insertion cochléaire de façon avec la robotique, au laboratoire, avant de l'amener au bloc opératoire. Et enfin, il y a le CHU de Brest, qui l'utilise maintenant très largement, quasiment pour des indications répertoriées. Alors, quelles sont justement ces indications? Eh bien, on a parlé de l'implantation cochléaire, acrobatique, robotisée, donc de pouvoir contrôler l'axe optimal, enfin, choisir l'axe optimal, avec une vitesse d'insertion qui est très lente, et également contrôlée, et de préserver les structures anatomiques. Ça, c'est très important parce qu'en augmentant, en pensant aux bénéfices patients, on sait que là, en ayant plus de précision, en préservant l'audition résiduelle, on a de très bonnes chances d'optimiser l'audition du patient implanté. Et de rendre, on peut aussi accéder à des structures de façon très fine, qui sont difficilement accessibles. Donc, tout ceci sont des avantages qui vont
progressivement se construire et être reconnue longtemps. La chirurgie d'autospongiose, lorsque l'étrier est bloqué, eh bien, le robot apporte aussi une aide précieuse là-dedans, puisqu'il permet de travailler avec le laser en toute sécurité et d'éviter ces tremblements, et notamment au moment de la pose du piston, qui est toujours un geste délicat pour tout ORL. Et de manière autre aussi, bon, le Robotol est utilisé pour toute la chirurgie d'otite chronique, du cholestéatome, et on peut notamment travailler, grâce à son bras porte-endoscope, il offre la possibilité de tenir un endoscope, donc de permettre au chirurgien de travailler à deux mains, ce qui est extrêmement confortable, puisque bon, il y a une évolution quand même vers la chirurgie endoscopique de l'oreille moyenne, et le fait de pouvoir travailler à deux mains est quelque chose de salutaire, d'efficace. Quelles sont les voies de développement? Bien, on a cité quelques-unes, mais évidemment, il y a ces 3 points de suspension en dessous parce que rien n'est figé. On pourra travailler en chirurgie transtympanique sous autoendoscopie à deux mains. Il y aura l'apport de la navigation, ça c'est un prochain cap imminent maintenant. Nous avons beaucoup travaillé sur la navigation. On est très connu en navigation de chirurgie sinusienne et base du crâne, mais on travaille de façon ardue sur la navigation propre au Robotol, associée au Robotol. Et là, il y a de belles perspectives de progrès à faire. Et puis, on pourra, avec le Robotol, plus facilement gérer les thérapies de l'oreille interne, être associé aux thérapies géniques. Comme nous sommes aujourd'hui avec les implants cochléaires, on travaille en partenariat avec les fabricants d'implants cochléaires, puisqu'il y a beaucoup d'adaptations à faire par rapport aux différents inserteurs, et c'est quelque chose également très intéressant pour rendre les choses très pratiques. Et puis, on pourra faire des prélèvements, enfin, un autre objectif, c'est de faire des prélèvements de liquide de l'oreille interne à visée diagnostique. Voilà, quelques mots, mais dès qu'on touche à cela, c'est vraiment un travail de tandem entre les chirurgiens et l'entreprise qui va pouvoir faire avancer les choses. Merci beaucoup. Il y a une chose que je voudrais signaler, c'est que, en raison de l'épidémie actuelle, nous n'offrirons pas de cocktail ce soir. Donc, on a le temps de parler un quart d'heure. Donc, comme on va parler un quart d'heure, je voudrais juste poser une question aux 2 ORL qui sont ici. Et c'est une question de novice, vous m'excuserez, c'est peut-être complètement idiot. Mais je voulais savoir si, au niveau cérébral, il y a une latéralisation entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Bon, oui, parce que vous parlez de. Je trouve quand même que quand tu as parlé de la plasticité cérébrale, tu n'as pas différencié. C'est finalement, ça n'a aucune importance, ou est-ce que ça pourrait avoir une importance d'implanter que d'un côté ou pas sur le plan de développement cérébral? C'est une question complètement idiote par rapport à la façon dont fonctionne l'audition. Moi, je dirais que forcément, hein, le cerveau droit auditif n'est pas l'équivalent du cerveau droit, du cerveau gauche. De la même façon pour l'équilibration, qui est le père de l'audition. Donc, mais ce que je dirais aussi, c'est qu'actuellement, notre connaissance, nos moyens d'investigation ne vont pas intervenir dans le choix du côté à implanter. Je ne sais pas si Olivier sera d'accord. Tu veux rajouter quelque chose sur le côté implanté, ça peut avoir une incidence ou pas? Oui, non, le côté implanté peut avoir une incidence, mais dans les voies centrales, ça se mélange un peu. Et il ne faut pas perdre de vue le but. Le but, c'est d'arriver à pouvoir avoir la fusion des 2 oreilles pour pouvoir entendre mieux dans le bruit. Si tu te bouches une oreille, tu n'entends pas ce bruit. Donc, la limite, à mon sens aujourd'hui, ce n'est pas l'élément fondamental. La plasticité telle qu'on peut l'envisager, c'est plutôt dans le gain qui a obtenu le bénéfice d'un côté, où à ce moment-là, on voit que, alors qu'on a mis une tonotopie, c'est-à-dire une fréquence par fréquence dans la cochlée initialement, quelques années plus tard, les aires auditives reconnaissent, se sont refait leur propre mapping et leur propre relation avec les aires qui correspondent aux problèmes d'audition, c'est-à-dire les aires attentives, les fonctions exécutives, etc. Je me tourne vers le neurochirurgien. Est-ce qu'on a l'impression que quand on touche les centres de l'audition, vous avez eu des conséquences latéralisées?
nous n'avons pas travaillé spécifiquement sur ce sujet. Ce qui est évident, c'est qu'il y a un processus de localisation qui se situe au niveau du tronc cérébral. C'est vrai qu'il y a une projection bilatérale des voies auditives à un moment donné. Il y a une voie principale aussi qui est relayée par une voie accessoire, dite accessoire, et finalement elle est très importante puisqu'elle passe par la réticulée et en même temps elle reçoit des projections limbiques qui fait que l'audition est quelque chose qui, comme on le sait tous d'ailleurs, c'est comme la vue, est associé à une projection multiple d'informations qui sont liées à des éléments très subtils à un moment donné, comme l'émotion, se rappeler d'une voix, apprendre la musique, comme on faisait référence tout à l'heure, et éventuellement avoir des éléments tout à fait importants de synchronisation et d'intégration de tous ces processus très rapidement, évidemment, hein, au moment où on les entend, et qui en font un système très complexe, où la latéralisation, à mon avis, en tout cas sur les éléments dont on dispose, doit jouer effectivement sur les aires principalement latéralisées, mais pas dans un fonctionnement global du cerveau. Voilà. Pour répéter finalement ce qu'ont dit Philippe et Olivier, et d'un point de vue purement naïf, vous localisez dans l'espace parce que votre cerveau est capable d'analyser le déphasage entre l'oreille droite et l'oreille gauche. C'est ça, c'est la stéréo. Voilà, donc s'il n'y a plus qu'une oreille, on perd l'azimut et les malades qui sont mono-entendants du jour au lendemain, qui sont très perdus dans l'espace parce qu'ils ne savent pas localiser les sons. Et comme le disait Olivier, ce qui se passe au-dessus est très complexe, mais le plus important, c'est de donner aux deux oreilles le stimulus qu'elles vont recevoir et l'information. Est-ce que Philippe Mar, une question? Je voudrais poser une question à l'industriel, très pratique, et peut-être très simple, très élémentaire. Pourquoi vous avez parlé de petits moteurs en 2012 pour mobiliser le système? Pourquoi les petits moteurs n'ont pas été utilisés avant? Est-ce que vous n'en aviez pas? Est-ce que vous n'y aviez pas pensé? Est-ce que c'était le développement qui devait précéder les petits moteurs n'était pas prêt? Si vous voulez, il y avait un tel besoin de connaître les paramètres de travail qu'au départ, il fallait se conforter avec un robot en stéréolithographie et il fallait valider des principes de fonctionnement. Et dès qu'on savait comment avancer, quelle était la route qu'il fallait suivre, après on connaissait le type de moteur qu'il fallait utiliser, ça s'est fait très naturellement. Mais c'est vrai que c'est... alors nous, on a toujours envie, quand on est industriel, de voir les choses évoluer très vite. C'est pour ça aussi que Colin était une entreprise familiale avec les moyens dont on disposait grâce à la distribution. Et c'est pas très facile de concilier distribution et fabrication et innovation. Donc, on avançait à la vitesse économique où on pouvait suivre, tout en restant indépendant. Il ne faut pas être non plus trop tributaire du banquier qui vous appelle régulièrement. Nous avons été préservés à ce niveau-là. Mais voilà, tout ceci s'est construit progressivement. Je pense qu'une fois que les ingénieurs ont compris quel type de moteur il fallait mettre, à ce moment-là, ils sont arrivés rapidement. Mais ils n'ont pas voulu anticiper en mettant des moteurs décalés. Bien. Monsieur Chouard, est-ce que vous nous entendez? Ah ben, je vous entends très bien et j'apprends beaucoup et c'est passionnant. Alors, si vous voulez, non, vous n'allez pas nous dire que vous apprenez beaucoup aussi. Ben, non, mais c'est un EPU pour vous. Et non, mais monsieur, est-ce que vous voulez nous dire un mot? Ah ben, je veux dire un mot. Je suis admirateur. Je suis ravi de tout ce qui a été fait depuis qu'on en a jeté les bases. Mais vous savez, il ne faut pas dire que les Français n'ont pas existé parce qu'avec Neurelec et puis le MXM avant, c'était quand même le travail français qui avançait. Et puis, il ne faut pas oublier aussi quand même qu'après cette date que vous avez eu la gentillesse de rappeler, pendant 10 ans, on a été les premiers au congrès de l'Académie de New York en 82-83. On avait plus d'une soixantaine de patients implantés et il y avait à peine deux ou trois équipes qui en avaient 3 ou 4. Donc, on a été longtemps les pionniers et puis c'est parce que Bertin est mort et puis qu'il y a eu surtout cette copie par ce salopard d'Américains qui nous a fait couler parce que les héritiers de Bertin
on met la clé sous la porte rapidement, mais enfin, au bout de quelques dizaines de mois. Voilà. Mais en tout cas, moi ici, je vous remercie beaucoup de m'avoir fait signe, parce que d'abord, tout ce qui a été dit sur le plan technique me passionne, pas seulement les choses de Chaïs que je connaissais, mais qu'il a perfectionné, en tout cas pour moi, en faisant ces différences sémantiques qui sont parfaitement ressenties. Monsieur Jekyll, je le connais depuis le temps où, avec Meyer, il a mis au point le système, l'espèce de bazar pour aller dans les sinus, qui marche tellement bien. Et puis, bon, non, tout ça, je suis ravi d'être là et ça, je vous remercie de m'avoir fait signe. C'est très, très excitant de vous entendre tous. Écoutez, merci beaucoup et je me tourne vers notre vice-président, donc président l'année prochaine de l'Académie. Peut-être que nous réinviterons M. Schwarz à faire une histoire de l'implant ORL en compagnie avec Olivier. Bon. Est-ce qu'il y a des questions très précises? Je me tourne également vers peut-être les associations de patients. Oui, puis... Alors, j'avais une question sur la surdité unilatérale pour Olivier. Olivier, tu nous as dit que finalement, quand on entend bien d'une oreille, on n'entend pas du tout. À un moment donné, il fallait implanter l'oreille qui n'entendait pas, ce qui paraissait quelque part logique. Et tu as dit, après, mais c'est une erreur, en fait, implanter de façon unilatérale, certes, peut rendre service à un moment donné, mais on voit qu'avec le temps, il faudrait mieux implanter les deux pour que, justement, à la fois la stéréophonie que vous évoquez soit préservée et que l'altération progressive qui survient ensuite soit moins importante. Oui et non. Non, parce que il y a deux choses dans la question. Est-ce qu'un implant cochléaire unilatéral apporte un bénéfice? Oui. Ça a été parfaitement démontré dès la fin courant des années 90 avec des implants plus fiables. Après, est-ce que l'implant bilatéral est un plus? Oui. Mais il y a quelques réserves qui sont faites par les patients, d'avoir de nouveau une intervention, l'intervention, c'est comme moi, est même vécue comme un traumatisme. Et enfin, dans la notion de perte de bénéfice n'est que chez une petite population de gens qui avaient encore une audition qu'on a essayé de préserver. Et on a été un petit peu surpris de voir que c'est pas pour la vie, du moins de la façon dont on fait. On a très peu de pertes auditives immédiates, mais il y a tout de même un certain nombre de patients qui vont perdre l'audition après, du fait de l'évolution de la maladie ou de la présence de l'implant. C'est peut-être pas la plaquette. Non, c'est pas pourquoi. Et de ce fait, ça veut dire que, attention, il y a eu une mode à un moment d'implanter avec des électrodes les plus courtes possibles. Ça, c'est pas aide. Un risque parce que on va être après, s'il y a une perte de bénéfice, obligé de réimplanter. Il y a tout un courant de pensée et d'études qui ont été montrées que les réimplantations n'étaient pas dangereuses. En termes statistiques, quand c'est un malade qu'on va réimplanter, on sent tout de même qu'il y a une prise de risque. On ne peut pas donner dans une réimplantation une garantie totale que ce sera aussi bien, voire mieux qu'avant. Et il y a aussi l'ancienneté de la surdité unilatérale. Tu es d'accord là? L'ancienneté de la surdité unilatérale. Oui, il y a des finesses d'indication, mais parfois on est surpris. Il y a des patients qu'on avait mis dans cette étude de bilatéraux qui étaient sourds depuis 40 ans des deux côtés et qui ont eu un résultat extraordinaire. Donc, en fait, on va s'attendre à peut-être que ce soit moins bon, mais on ne peut pas l'exclure, je trouve, parce que on a même des surprises et à ce moment-là, on pourrait considérer qu'il y a une perte de chance. Pendant qu'il y a peut-être une dernière question, moi je voudrais juste poser à M. Jekyll. Dans les hôpitaux que vous avez signalés, à ma connaissance, à part peut-être celui de Chine, il n'y a pas d'hôpitaux pédiatriques. Comment sont-ils de l'utilisation du robot en chirurgie pédiatrique, M. Chaïs, M. André Chérami et M. Jekyll? Est-ce que la pédiatrie a commencé à acheter des robots dans les implants chez les enfants? Allez-y, il y a le micro. Il y a beaucoup de discussions actuelles, justement pour pouvoir installer des robots en chirurgie pédiatrique, notamment à Paris. Oui, voilà. C'est très avancé. Votre robot ne pose pas de problème de... Ah non, pas du tout, c'est très avancé. Pas de problème chez Après, il y a toujours des petits freins administratifs
est utile pour pouvoir avoir un repos, mais on est quand même en train de prendre cette direction. Bien, vous vous présentez parce qu'on veut... Oui, Bénard, je suis bordelais, patron d'ORL à Bordeaux, voilà, et je fais partie, avec Olivier et d'autres, des équipes qui ont démarré ça très tôt. 3 remarques. L'implant cochléaire a été une révolution extraordinaire dans la prise en charge de la surdité profonde de l'adulte et de l'enfant. Chez l'adulte, comme on vous l'a dit, les choses étaient un peu plus faciles, et on a remarquablement évolué. La technologie aussi de l'implant processeur interne et processeur externe a évolué de manière fantastique en 15 ans. Ce qui est extraordinaire, c'est les enfants. On a commencé très tôt les enfants, de voir un enfant qu'on implante tôt, et les Chinois ont raison de le faire encore plus tôt que nous, c'est une satisfaction intellectuelle extraordinaire. Donc, on s'est intéressé en France, et Chor a raison de dire cocorico, parce qu'en réalité, parmi les premiers au niveau international, il faut savoir que l'implant bilatéral est une logique parfaite. On est en stéréophonie, et il est parfaitement logique, en dehors de quelques cas, de ne pas faire d'implantation bilatérale. C'est une évolution parfaitement logique. Est-ce qu'il faut le faire en un temps, comme on l'a fait avec Olivier au départ, il y a presque 20 ans, mais on était en évaluation sur ou est-ce qu'il faut le faire de manière séquentielle en fonction de l'évolution? C'est un autre problème. Mais la grande révolution, c'est l'implant cochléaire et la bilatéralisée de cette technique qui est, pour les sauts profonds, enfants comme adultes, un truc fantastique. C'est lourd. Alors, je partage, mais je voudrais juste vous poser une question, parce que s'il y a du grand public qui nous écoute, et j'y tiens beaucoup, il faut faire comprendre quand même au grand public que le message sonore que reçoit l'implanté au niveau cérébral n'est pas nécessairement similaire au message sonore classique. Et donc là, le rôle des orthophonistes, et ça je trouve que dans la diapositive d'André était très très bien, il a bien montré que ce n'est pas uniquement l'implant, le chirurgien et le robot, il faut que derrière, il y ait toute cette rééducation du réapprentissage vocal. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est évident. Bon, mais je pense qu'il faut le c'est une équipe pour le chien. Voilà, c'est en public que ça paraît évident, mais un implant, on va entendre demain, donc je crois que c'est plus compliqué. Les sons, tu veux dire un petit peu là-dessus? Non, mais il faut rajouter aussi des régleurs. L'orthophoniste qui fait travailler et qui permet d'optimiser, il y a le régleur qui permet d'optimiser l'analyse des fréquences et le bon mapping entre ce qui est produit, ce qui est traduit sur l'onde électrique et ce que le cerveau est capable de faire. Est-ce que toi, tu as les orthophonistes sont des orthophonistes un peu spéciaux, sont très branchés là-dessus, sont très proches de vous? Je ne sais pas ce que tu entends par spécial. Mais non, mais je veux dire, c'est un mauvais mot, mais je veux dire, c'est des gens très très branchés avec vous. C'est leur métier. D'accord, c'est pas l'orthophoniste lambda. Si il y a une partie qui peut être faite par exporter quelqu'un qui fait travailler, mais il faut qu'il y ait un diagnostic orthophonique, il faut qu'il y ait une prise en charge initiale par des gens qui sont très spécialisés. Il y a encore une question neurochirurgicale. Dans les innovations futures, est-ce qu'on pourra imaginer des systèmes un peu de close loop, c'est-à-dire un implant intelligent qui finalement permet une analyse locale du patient et adapte ses paramètres de stimulation à finalement se les trouver localement, soit par l'enregistrement au niveau de la cochlée, soit des potentiels locaux pourraient être finalement personnalisés aux patients et au type de surdité. C'est les modes de développement, d'essayer de trouver d'autres modes de stimulation, d'autres modes de mapping, d'autres modes, mais bon, on peut le résumer en se posant la question de l'objet inanimé avec des boutons et une âme. Mais non, on a des systèmes d'enregistrement, c'est ça. Puisqu'on est dans le cadre de l'innovation, je te pousse par une dernière question. Là, il faut quand même garder un peu comme il y a le neurochirurgien qui a posé la question, il faut garder un petit peu de nerf derrière. Il fallait me permettre, parce que ça sera peut-être un autre mardi, mais qui sera peut-être pas géré par toi, c'est quid des cellules souches en ERL pour les déficits neurologiques. Juste un mot, c'est pour conclure. Est-ce que les perspectives sur cette surdité, qui pour le moment on a parlé que
Est-ce que tu peux dire un petit mot là-dessus, ou c'est d'une fiction totale? Non, il y a un essai approuvé par la FDA qui est de mettre en place des cellules souches. C'est en cours. Est-ce que voilà, est-ce qu'il pense que quand il sera avant sa retraite, dans le traitement dans son service, il aura à la fois implantation de cellules souches et implant cochléaire? C'est un peu. Allez, voilà, vous voulez dire un mot, monsieur Nguyen, ça serait bien d'abord parce que ça ferait plusieurs générations encore de RM qui sont là. Venez, descendez dire un mot. Je crois que c'est important parce que ma question, elle est, est-ce que vous croyez qu'avant votre retraite, vous aurez des patients qui vous mettraient et des cellules souches et des implants cochléaires? Bonjour à tous. Pardon, je vous ai coupé la parole. Non, je vous en prie, ça nous fait plaisir que vous soyez là. C'est une continuité. Avec plaisir. Oui, alors, pour ce qui est des cellules souches, il faut voir chez quel patient, auprès de quel patient on va s'adresser. On travaille sur des thérapies de régénération de la cochlée, des thérapies de surdité neurosensorielle. Dans notre unité de recherche dans laquelle travaille aussi Rislaine Lalou, s'oriente plutôt vers des thérapies géniques dans un premier temps pour aller se focaliser sur des patients avec des pathologies ciblées. Il y a d'autres équipes qui travaillent sur les cellules souches, mais l'organe de l'audition est en cela mystérieux, qui est composé d'un épithélium très complexe. Et donc, c'est pas un seul type de cellule qu'on essaye de régénérer, mais une architecture complexe. Et en ça, on peine un peu aujourd'hui. Merci beaucoup, et je crois que l'avenir est encore assuré. Je voudrais dire un petit mot de remerciement à la Société Colin, parce que je vous considère ici plus comme un intervenant que comme un grand mécène de l'académie de chirurgie. Et puis un petit mot de remerciement, je ne sais pas s'ils sont là mercredi, je vous ai un petit peu aidé pour préparer cette soirée. Et puis voilà, premier mardi de la chirurgie, je suis désolé, le ministère m'interdit de vous offrir un pot à la sortie de ce premier mardi. Et j'espère que même si vous êtes RL, vous intéresserez à d'autres mardis qu'on aura l'occasion d'organiser avec Philippe. Merci beaucoup.